La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax. Bonsoir tout le monde. Alors dois-je débuter la lecture de l'édito improvisé que tu m'as préparé plus tôt? Je pense que ce serait de bonne loi. Formidable. Alors pour commencer, pour des raisons évidentes de politesse, je vais souhaiter à tout le monde la bienvenue en France. Si vous êtes professeur de chimie et qu'on vous découvre un cancer, votre traitement est pris en charge et vous entrez dans un circuit de soins où vous n'avez rien à débourser. Avec un peu de chance, vous en sortez guéri et vous retournez à une vie normale et, si possible, utile à la société. Dans notre beau pays, la série Breaking Bad aurait donc duré un seul épisode. Rendons hommage aux Américains sacrifiés qui ont rendu possible l'existence de cette belle série. Mais pourtant, le français râle. Et d'une certaine manière, pourquoi s'en priver? Ce n'est pas parce qu'un système est bien qu'il ne peut pas être amélioré. Et certains soins restent difficiles d'accès. Les soins dentaires, les soins ophtalmologistes, etc. Alors le français râle, d'accord. Mais parfois, en plus, il est médisant. Et ce n'est pas très gentil. Et l'on entend évoquer la corruption qui règne partout, l'arrosage systématique des médecins par les industriels, l'ombre de Big Pharma s'étend partout. Et l'on veut croire que la planche de salut est du côté des médecines douces ou alternatives, de ces disciplines qui utilisent le mot naturel comme un argument de vente et qui s'avèrent être des entreprises extraordinairement lucratives dans la mesure où elles n'ont pas de travail de recherche à financer. Le profit n'est pas toujours là où on l'imagine. Ne jouons pas les ingénus. Les grandes entreprises du secteur ne font pas de philanthropie. Elles visent le profit, sont administrées par des individus dont la compétence n'a rien de médical, mais qui rendent des comptes à des actionnaires attachés à leurs dividendes. Si l'on ne les surveillait pas de près, elles feraient des choix économiques davantage inspirés par l'appât du gain que par l'amour de la santé publique. Ces entreprises sont d'ailleurs contraintes, par contrat, à faire de la recherche de pointe, notamment sur les vaccins, qui sont des produits très peu rentables d'un point de vue pécuniaire, mais d'une importance cruciale pour la santé publique. Être sceptique vis-à-vis de Big Pharma n'est donc pas une faute en soi, c'est même plutôt indispensable. Mais être sceptique, ça ne veut pas dire nourrir le soupçon permanent, le sous-entendu, la calomnie, ni rejeter les données expérimentales. Le doute raisonnable ne doit pas être manié en prêtant des intentions malhonnêtes à autrui, car c'est la garantie de toujours trouver de quoi justifier nos soupçons. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent dans le monde de la santé, et c'est normal, car c'est à la fois important et compliqué comme enseignement. Nous allons voir ce soir que l'opacité du système empêche les patients, et même les médecins, de connaître le coût réel des soins, que le trou de la sécurité sociale n'est pas un trou, mais un différentiel entre ce qu'elle coûte et le prix que les gouvernements veulent bien y mettre, et que les idées reçues associées à nos intuitions mal fichues contribuent à rendre attractives les médecines non scientifiques qui cherchent à s'emparer d'une part de nombreux milliards d'euros que nous dépenserons pour rester en vie et en bonne santé. Mais il nous faut pour cela quelqu'un qui s'y connaît bien. Et nous avons donc invité François de la chaîne Primum Non Nocere, médecin et vulgarisateur. Bonsoir François. Bonsoir tout le monde. Bonsoir François. J'espère que mon câble de casque va survivre parce que j'ai des petits problèmes de son. Voilà, merci. On t'a entendu t'en plaindre d'ailleurs, en bon français, comme le témoignait l'édito. Excusez-moi, je suis navré, je parlais assez net, je pensais que mon micro était coupé. On t'entendait très très bien, et c'était profondément dérangeant. C'est absolument ma faute. Le technicien de Radio Campus Lorraine s'excuse. En fait, non, c'était de la faute du câble, donc il y a un problème. Il faut jeter ce casque. Bien, donc François, tu administres la chaîne Primum Non Nocere depuis combien de temps ? Ça fait 1 an depuis quelques jours, puisque la chaîne a vu son premier épisode sortir le 16 novembre 2014. Le 16 novembre. Mais nous, c'était sorti le 14 novembre, je crois. C'est amusant. C'est rigolo. Joyeux anniversaire à nous tous. Joyeux anniversaire à nous tous. Enfin, un joyeux non-anniversaire pour aujourd'hui, mais... Oui, tout à fait. Donc c'est une chaîne qui parle de quoi ? C'est une chaîne qui parle de vulgarisation médicale. J'essaye comme beaucoup de mes confrères sur YouTube, de démystifier, désopacifier un petit peu le milieu qu'est la médecine, parce qu'elle est plein de préjugés, de mythes, de légendes urbaines et de choses parfois un petit peu obscures qui nécessitent parfois un éclaircissement et qui ne sont pas forcément extrêmement compliquées, qui peuvent être abordables par à peu près n'importe qui. D'accord, donc les gens allaient voir Primum Non Nocere, qui veut dire quoi ?
Alors, c'est un vieil adage médical, c'est l'une des premières choses qu'on apprend aux étudiants en médecine, hein, c'est veut dire, en premier ne pas nuire. C'est-à-dire qu'avant toute chose, avant de faire quelque chose en médecine, la première chose qu'il faut se demander, c'est: «Est-ce que je ne vais pas aggraver les choses et donc est-ce que je ne vais pas nuire aux patients en faisant ce que je vais faire?» D'accord, donc les lecteurs de Molière se rappelleront que c'est un peu la critique qu'il faisait à l'époque, où les médecins parfois étaient pires que le mal. Donc il faut éviter ça. Et pourtant, c'est bien plus vieux que Molière, on dit tout que c'est Hippocrate, mais on attribue cette phrase à Hippocrate, donc ce qui est quand même bien avant Molière. Oui, Hippocrate, c'est combien? C'est 1953 ou c'est quelle année? Je sais pas, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu plus vieux. Un peu. Donc nous allons aborder les questions de l'argent dans le monde médical sous différents angles. Et en premier lieu, comme tu es médecin et que tu connais un peu quand même le truc, on va déblayer un petit peu les choses. Et donc tu voulais dire au départ que le système de santé est généreux. Et tu voulais quand même te poser là-dessus comme point de départ. Ça me semble, voilà, dire que tout n'est pas noir, dire qu'on reconnaît qu'il y a des choses bien quand même avant de critiquer. Donc qu'est-ce qu'on a à dire de bien sur le système tel qu'il existe pour l'instant? Le bien de bien sur le système à l'heure actuelle, c'est que c'est un système qui est généreux. C'est-à-dire que, comme on disait dans le début de l'édito, la série Breaking Bad en France n'existerait pas. Un prof de chimie n'aurait pas besoin de faire de la meth ou des amphètes dans son garage à un niveau industriel pour pouvoir payer son traitement. Il y a des systèmes, il y a des prises en charge, il y a la générosité étatique et surtout la générosité partagée. Je vais pas réussir à trouver le terme. Mutuelle. Mutuelle, merci. Mutualiser, voilà, la mutualisation des besoins et des moyens pour permettre aux gens, quels qu'ils soient, d'être assurés dans les cas des maladies graves. Ensuite, pour le tout venant, une grande partie des soins sont pris en charge. Alors, il y a un système qui est mixte, effectivement, puisqu'il y a l'existence des complémentaires de santé, mais le système est globalement en faveur de l'aide, sachant que la sécurité sociale au sens très large du terme, c'est quelque chose d'extrêmement vaste puisque ça prend la branche santé qu'on connaît tous quand on parle de sécurité sociale, mais les arrêts de travail, donc la branche travail et les indemnités, c'est la sécurité sociale, les retraites, c'est la sécurité sociale et donc la vieillesse, et la dernière partie, c'est il y a la maladie, il y a le travail et il y a une quatrième branche que j'arrive pas à retrouver là, mais j'ai une quatrième branche qui est aussi très importante et qui représente tout ça représente la sécurité sociale. Je pense que le chat va nous renseigner sur les choses qu'on aura ratées. Vlad, est-ce que quelqu'un a déjà la réponse à la branche qui lui manque ou pas encore? Absolument pas. Pour l'instant, les gens sont en train de confirmer le fait que nous allons surtout parler de la médecine en France. Oui. Donc oui, c'est vrai. Je dis que oui. On est un peu franco-français ce soir, donc on va déjà commencer par ça. Donc ok, donc c'est extrêmement vaste, comme tu dis. Et alors, est-ce que c'est vraiment particulier à la France à ce point-là? Alors non, on a souvent l'habitude de dire que la France a le plus beau et le meilleur des systèmes de santé. Alors si on se base sur les chiffres, c'est absolument faux, hein, puisqu'on n'est pas les premiers en tout, hein, on n'est pas les premiers en espérance de vie, on n'est pas les premiers en rien en fait. On n'a pas beaucoup de leadership sur certaines choses, que ce soit en mortalité infantile, en espérance de vie à la naissance, en espérance de vie à l'âge adulte. On n'est pas les premiers. On est très bien placés partout, mais on n'est pas les premiers. Les pays asiatiques. C'est patriote de ta part, je trouve. C'est un état de fait. C'est un état de fait. J'ai pas besoin de. On peut nier la réalité quand on en a besoin. Enfin, mais c'est un bon système de santé parce qu'il couvre à peu près tout le monde selon ses besoins et quel que soit son niveau de revenu ou son appartenance sociale, son niveau, et même pour les gens qui n'ont pas d'appartenance sociale et qui n'ont pas de revenus, elle les couvre quand même, en plus en les prenant en charge encore mieux que les personnes pouvant se payer des soins. D'accord. Donc tout est parfait, tout est bien. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Donc on avait, oui, alors dans le cas particulier des pathologies lourdes quand même, qui sont les choses peut-être les plus coûteuses, enfin a priori c'est ce qu'on pourrait penser, les choses les plus compliquées, chronique, oui. Voilà. Qu'est-ce que le système offre de particulier? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est ce qu'on appelle la prise en charge à 100%.
Voilà. C'est-à-dire que les règles de remboursement général, dans le cadre de ce qu'on appelle le système le parcours de soins, c'est-à-dire le parcours de soins par le médecin traitant, c'est-à-dire on va voir son médecin traitant, on est adressé à un spécialiste, on a déclaré un médecin traitant à la sécurité sociale, on fait donc partie d'un système de soins. Une consultation normale, une prise en charge normale est remboursée généralement aux alentours de 70% de l'ensemble des actes de consultation et 30% sont à la charge du patient en fonction de ses besoins, de ses possibilités et s'il a une complémentaire ou non, bien évidemment. En cas de pathologie lourde, et c'est même pas forcément des pathologies lourdes, on pense au cancer tout de suite, puisque c'est l'exemple qui était donné dans l'édito, mais le diabète, l'hypertension, toutes les maladies chroniques, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, les pathologies liées à l'alcool, au tabac, les choses très chroniques sont prises en charge dans ce qu'on appelle à 100%. Les médicaments, les consultations, la part de l'usager passe de 70% de remboursement à 100% de remboursement par la mutualité, par la communauté. D'accord. Et ça prend en compte les hospitalisations, les frais de transport, les médicaments, les examens, tout. Donc il ne faut pas qu'on se plaigne, c'est ça en fait. Il ne faut pas qu'on se plaigne. Il y a des choses qui sont perfectibles, bien évidemment. Et évidemment, c'est sûr que pour un étranger sans papier qui n'a absolument aucune possibilité de soigner, ça devient compliqué. Et il y a des choses qui restent évidemment à charge. Et ce qui revient le plus souvent, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, si on va en parler maintenant parce que c'est compliqué, c'est les soins dentaires et les soins ophtalmo, c'est ce qui revient le plus souvent généralement. Ouais, mais ça crevons l'abcès maintenant au niveau du dentaire et de l'ophtalmologique. Parce qu'en fait, j'ai appris un truc quand on a préparé l'émission. Alors là, on trifouille mes câbles et du coup, je n'ai plus de retour dans mon oreille parce que le matériel a des soucis. Et mon retour est mort en fait quand on bouge le câble. Bon, bref, donc je ne m'entends plus. Tu m'as expliqué qu'il y avait soit on pouvait consulter des médecins qui étaient dans des cabinets chez eux, ou on pouvait passer dans des... Je change de casque. C'est le plus simple. Je suis de retour. Ah, ça marche très très bien. Ouh là là, je m'entends. Donc on pouvait soit aller vers des médecins libéraux, on pourrait dire comme ça, ou alors passer par des médecins qui font des consultations à l'hôpital. Du coup, c'est pas le même coût. Parce qu'il y a tout ce qui est dépassement d'honoraires, etc. Ça, on va en parler après. Exactement. Mais voilà, et ça, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, qu'on peut passer par deux parcours différents pour ces types de soins-là. Il y a deux grands systèmes de santé, entre guillemets. Alors, on ne veut pas dire qu'il y a de médecine à double vitesse en France parce qu'elle n'est pas encore complètement installée, mais malheureusement, je pense que c'est quelque chose vers quoi on tend. Mais effectivement, il y a deux grands systèmes en France. Il y a le système public, c'est l'assistance publique, donc c'est dirigé par l'État. Les médecins y sont salariés. C'est le service public, c'est comme tous les autres services publics. Et auquel cas c'est quelque chose de très fixe et le patient qui se présente suit les règles fixées par la sécurité sociale, pas plus, pas moins. Alors il y a certaines parties qui sont un peu différentes, certains praticiens ont le droit de faire du libéral à l'hôpital, mais c'est particulier et d'ailleurs ils rétrocèdent une partie de leur activité à l'hôpital. Et sinon la deuxième partie c'est ce qu'on appelle les cliniques, c'est l'activité libérale, c'est les médecins de ville, les cliniques privées ou les structures semi-privées, auquel cas, effectivement, la rémunération peut être soumise à évaluation selon tact et mesure, comme on dit, par le praticien selon qui peut déterminer mesure. Oui, tact et mesure. C'est ce qui est dit dans la loi, c'est les dépassements d'honoraires doivent être faits avec tact et mesure. J'aime bien la précision des lois. Quand une loi est aussi vague que ça, c'est toujours très rassurant. Alors, pendant très longtemps, le tact et mesure avait été reconnu comme la liberté des praticiens. Et depuis quelque temps, c'est 2012, c'est l'une des dernières grèves des médecins, c'était le plafonnement de ces dépassements d'honoraires à 100%, 150% puis 100% du tarif de la sécurité sociale. Donc au maximum, c'est 2 fois le tarif maintenant, c'est ça ? Maximum, c'est 2 fois le tarif de la sécurité sociale. Ce qui peut, quand on y pense, paraître énorme, mais dans la réalité des faits, est plus nuancé. Ok, donc juste déjà, pour le point de vue du patient, qui est la personne lambda, elle a le choix entre deux parcours qui n'ont pas le même coût, en fait. Non. Et comment est-ce qu'elle peut savoir ? Parce que moi j'ignore totalement. Donc comme tout le monde, je suis allé voir des dentistes, des ophtalmos, etc. Comment on peut savoir
avant d'y aller, combien ça va nous coûter? Est-ce qu'on peut comparer des... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il existe un moyen de savoir à peu près, de faire un choix éclairé par rapport au tarif des choses? Alors, Il me semble que c'est pas le cas, mais peut-être que je suis pas du tout informé. Alors, normalement, un praticien qui pratique des dépassements d'honoraires, qu'on va continuer à appeler dépassements d'honoraires pour les raisons plus simples, Oui. le praticien qui pratique des dépassements d'honoraires doit avoir une visibilité sur ses dépassements. Sa grille tarifaire doit être affichée dans son cabinet, dans sa salle d'attente, normalement, en D'accord. théorie. Mhm. Et ça doit être signifié à un moment ou à un autre. Ensuite, je ne suis pas tout à fait sûr, que ça peut être consultable sur Internet, sur certains sites, mais pas sur amélie.fr, par exemple, qui est le site de la Sécurité sociale, mais à d'autres endroits, il y a probablement des choses. Mais normalement, la grille tarifaire des praticiens doivent être, quand ils pratiquent des dépassements, doivent être affichés, au moins signifiés dans leur salle d'attente. Ensuite, les tarifs de la Sécurité sociale sont toujours les mêmes, hein, c'est 23 € pour une consultation chez le médecin généraliste, 28 chez un spécialiste, 46 dans certains cas pour le spécialiste, et ensuite tous les tarifs sont disponibles sur Internet, hein, amélie.fr, tous les tarifs de n'importe quel acte chirurgical, n'importe quel examen radiologique, biologique, les consultations, tout est consultable là-bas, il suffit de taper et de demander. Et donc, si quelqu'un fait le choix d'aller vers les hôpitaux publics, vers des médecins qui font des consultations donc, publiques à cet endroit-là, comment on va dire, est-ce que c'est le même service? Est-ce qu'on a des rendez-vous aussi vite? Est-ce que je crois savoir qu'il y a quand même des je vais peut-être dire une fausseté, mais auquel cas tu pourras me corriger, qu'on a des médecins qui sont à la fois en clinique et en hôpitaux, Ouais. qui font des consultations dans les deux, mais qui préfèrent évidemment que les patients passent par la clinique, et donc c'est pas le même tarif. Et quand on va demander un rendez-vous, prioritairement, ça passe sur la grille de la clinique. Ça se fait ou ça se fait pas? Alors ça doit probablement se faire, je serais prétentieux de dire que ça ne se fait jamais. Ensuite, alors tout est possible. Il y a des gens qui font 100% libéral, des gens qui font 100% privé, il y a des gens qui font du privé à l'extérieur et Voilà. du privé à l'extérieur et du public, qui font à mi-temps en fait. C'est cela que je pensais en fait. Et il y a des gens qui font du privé à l'hôpital. Certains aussi. professeurs universitaires ont une activité libérale, par exemple, à l'hôpital, mais pas forcément que des professeurs. Certains praticiens hospitaliers ont une activité libérale à l'hôpital. Mhm. C'est une consultation particulière, les tarifs ne sont pas les mêmes, les patients payent leur consultation, ce qu'ils ne font pas normalement quand ils vont à l'hôpital. Oui. Et tout est à peu près possible. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la clinique, il y a des gens qui pratiquent uniquement le tarif de la sécurité sociale. D'accord, donc l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je connais certains praticiens qui n'ont pas ce qu'on appelle accès au secteur 2, donc le secteur avec dépassement d'honoraires, et qui pratiquent uniquement des tarifs sécurité sociale à la clinique. D'accord. Alors, question, qu'est-ce qui, dans la loi, fait la distinction entre une zone qui peut être conventionnée 1 et une zone qui peut être conventionnée 2? Alors, ce n'est pas une zone, en fait, c'est par rapport à la formation du praticien. Pour avoir accès au secteur 2, il faut avoir fait à la fin de son internat 2 ans de formation au même endroit dans un hôpital universitaire ou public, en tant que dans un certain statut qu'on appelle chef de clinique ou assistant spécialisé, qui permet de donner accès à ce secteur 2. D'accord. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie en termes de compétences, en termes de services, En qu'est-ce que termes ça de service, apporte, tu vois, enfin, il faut voir qu'à la clinique, peut-être que les rendez-vous sont plus rapides, mais pour la bonne et simple raison que le service public, c'est le dernier rempart de la médecine. On y voit tout le monde dans Bien sûr. n'importe quelle circonstance et on traite tout le monde. Alors, on traite tout le monde, c'est pas tout à fait vrai dans le sens que les choses qui sont simples, si on peut s'en passer, on s'en passe. C'est-à-dire qu'on a déjà tellement de travail avec les choses compliquées qu'on préfère se concentrer sur les choses compliquées. eh oui. Donc, les choses simples, généralement, sont rebalancées, redirigées vers des praticiens de ville qui peuvent se le permettre. Sinon, on a des délais d'attente qui sont démentiels. Enfin, je parle Quelques pour ce que j'ai exemples? l'habitude de faire. Je prends un exemple que je connais bien. Je sais pas, moi, les aérateurs transympaniques, qu'on appelle les diabolos, ou les amygdales. Les amygdales, ok, parce que le reste, D'accord. j'ai pas compris. Les amygdales,
les yo-yo qu'on dit pour les oreilles, mais les amygdales, c'est plus simple. Les amygdales, évidemment qu'au CHU, on en fait des amygdales, mais les amygdales chez les enfants, on en fait, allez, je sais pas, moi, à l'endroit où je travaille, ils en font 20 par semaine, quelque chose comme ça. À la clinique, ils en font 20 par jour. Oui, d'accord. Donc c'est pas des trucs, en plus c'est pas les plus coûteux, etc. Donc ça c'est relégué. Voilà, c'est des actes qui sont plus simples, plus rapides, plus bornés, alors qu'à l'hôpital, on fait toutes les choses qui ne peuvent pas être faites en clinique, les pathologies plus lourdes, avec des patients plus compliqués, enfin des choses qui sont impossibles à gérer pour une structure privée ou trop risquée. Est-ce qu'on a des réactions dans le chat, mon cher Vlad? Pas pour l'instant. Enfin, il y a Eleanor qui s'interroge sur le régime de, je cite, ces enfoirés d'Alsaciens qui ont un régime spécial d'enfoirés. Ah oui. Alors ils c'est ont vrai ça. que Verbatim. c'est vrai que c'est vrai que C'est vrai que ce c'est sont vrai. des enfoirés. Donc tu Non, c'est vrai qu'ils confirmes ont un cela. régime particulier. Ah pardon. Il y a les Alsaciens, il y a une autre. Dans le régime général, il y a 3 parties. Il y a l'Alsace-Lorraine ou juste l'Alsace, je ne sais plus. Et une autre petite subtilité dont je sais pas, dont je me souviens plus, mais qui est exactement un petit peu, qui sont un peu différentes, mais dans les grandes lignes, c'est la même chose. Mais ils ont un régime particulier, effectivement. Je dirais l'Alsace-Moselle si ça colle avec le Concordat, mais Je sais pas. Moi je connais rien. Est-ce que ça colle avec le Concordat ou pas, ce régime-là? Bon, c'est pas non plus extrêmement important. Eleanor ira se renseigner. Écoute, hein, c'est pas, hein, on n'est pas là pour parler de cette région d'enfoirés. On vous embrasse tous. Oui. on n'est pas là pour être ici, je rajouterais. Et voilà. Bisous les Alsaciens. On vous Sinon, embrasse. on Non, mais me en demande fait, si on va parler... Pardon. Non, vas-y, pas de souci. Vlad. J'ai demandé si on nous demande si on va parler aussi des prescriptions à outrance, mais je suis pas certain qu'on soit véritablement dans le sujet. Le sujet concerne l'argent, pas les pratiques, les pratiques des médecins de manière locale. Ça peut être lié. Bah, indirectement, si, un petit peu, parce que le problème des prescriptions à outrance, c'est que à la fois le praticien et à la fois le patient ne se rendent pas compte du coût de ces médicaments puisqu'ils ne les avancent pas. Généralement, les prescriptions à outrance sont pour des patients qui ont des pathologies plus lourdes et donc une prise en charge à 100% et qui ne payent pas leurs médicaments. Et donc, les médecins sont plus enclins à prescrire ces médicaments, vu qu'eux non plus n'ont pas de visibilité sur exactement ce qu'ils coûtent. Et donc, on est plus enclin à prescrire une boîte de paracétamol parce que c'est une boîte de paracétamol, quoi. C'est pas grand-chose. Mais ça fait de la surconsommation médicale du fait d'une déconnexion entre est-ce qu'on doit vraiment prescrire et ce qu'on peut prescrire parce que ça ne porte pas vraiment à conséquence. Et alors moi j'ai une question parce que je crois que c'est une idée reçue sur la consommation des médicaments en France parce que on entend souvent à la télé les Français n'ont pas le moral et ils sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde. Et j'ai vu alors je ne sais plus qui m'a partagé ça, un graphe. Alors j'ignore si le graphe est vrai, mais dans le graphe, la France arrive 10e ou 11e et on a plein de pays qui sont plus gros consommateurs de ces produits-là que nous. Alors, est-ce que toi tu as des infos là-dessus? Sur le degré de consommation Alors, sur la consommation de médicaments en France, je pense que quelqu'un qui est sur le forum à l'heure actuelle, sur le chat à l'heure actuelle, serait beaucoup plus à même que moi de répondre à cette question qui est Climène, puisque en tant que pharmacien, il a beaucoup plus l'habitude. Ah, Climène, oui. Bonjour Climène. Allez voir sa chaîne. De faire ce genre. Oui, allez voir sa chaîne, bien évidemment. C'est un collègue. Voilà, C-L-I-M-E-N, Climène, qui fait des choses. Exactement. C'est de la pharmacie et il a plus l'habitude. J'ai toujours effectivement entendu dire qu'on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. J'ai pas de source fiable là-dessus. Je dois vous admettre que c'est pas les médicaments que je prescris tous les jours. J'ai pas beaucoup de visibilité par rapport à ça. Et pour le reste, on va, Vlad nous fera remonter les infos de. Si Climène peut répondre à mon interrogation naïve, éventuellement. Mais donc, de ton côté, est-ce que tu souscris à l'idée qu'il y a trop de prescriptions, indépendamment du fait qu'on soit les premiers ou pas? Oui, je pense qu'il y a une surconsommation, une surprescription. Et là, je pense que c'est à la fois la faute des
des médecins, principalement parce que c'est eux les prescripteurs, Mhm. et parfois un peu la faute des patients qui demandent absolument tel truc, qui acceptent pas les génériques. Enfin, il y a des choses aussi qui sont à faire, de l'éducation à faire des deux côtés. Mais ça change, mais c'est difficile à venir. Ça, Vous c'est savez, le intéressant. français est râleur, le faire changer d'avis, c'est difficile. Oui, c'est sûr. Mais donc ça, c'est intéressant. Dans quelle mesure ça peut être la faute du patient? Bon, j'entends bien que si le patient est chiant et qu'il réclame, les gens ils réclament, mais dans cette relation, celui qui décide, c'est quand même le médecin, a priori. Effectivement. Celui qui est pro, Effectivement. celui qui a des comptes à rendre et qui a une responsabilité, c'est pas le pauvre mec qui va absolument sa marque de médicaments, c'est comme celui qui sait. Comment ça se fait qu'il Non, n'arrive non, pas à... Non. Difficile de dire non des fois. Je sais bien, mais... Honnêtement, bon. c'est difficile de dire non des fois. Les patients, une petite mamie qui est là, mais non, mais je prends ça depuis 20 ans, c'est celui-là qu'il me faut absolument. C'est difficile de dire oui, non, mais attendez, vous n'avez pas vraiment. Oui, mais si c'est pas ça, j'irai voir un autre médecin qui me le prescrira, lui, parce que machin. Enfin, Le il y a médecin plein qui de- n'ose pas dire non, on dirait une jeune au bal de promo qui non, je n'ose pas dire non, sinon il ira en voir une autre. Pardon, je suis moqueur, mais Euh, à un moment donné, non, la mais médecine t'as est un raison, métier hein, sérieux, donc mais s'il oui, faut oui, dire mais non tu as à la raison. grand-mère, il faut lui dire non à la grand-mère. Elle peut comprendre aussi, même si c'est dur. Donc je lance cet appel, ce cri du cœur aux médecins, sachez dire non, même aux grand-mères acariâtres. Alors, si ça peut rassurer l'auditoire et si ça peut te rassurer Oui, toi, rassure-moi. au cours de mes études, on a appris à analyser les ordonnances, les vieilles ordonnances, justement sur la surconsommation pour éviter que des gens aient 3, 4 antihypertenseurs parce que ça leur a été donné petit à petit et puis ça a été reconduit. Il était stable comme ça, donc on reconduit exactement le traitement, mais ils ne sont pas adaptés, des médicaments qui se recroisent. Et donc on apprend à alléger les ordonnances, à mettre seulement les ordonnances, les médicaments qui sont, comment dire, adaptés et surtout pertinents. C'est un vrai métier. C'est surtout les médecins généralistes, les nouveaux médecins généralistes qui sont formés à ça, et les gériatres, puisque c'est surtout les personnes âgées qui ont plus de médicaments. Ils ont un parcours. Et Quoi. ils ont parfois des ordonnances, mais longues comme un jour sans pain, quoi. Oui, j'ai eu des personnes âgées autour de moi. En fait, c'est les boîtes de médicaments avec toutes les pilules à prendre matin, midi et soir. Au bout d'un moment, c'est une Exactement, belle collection. Ouais. Et donc ça, vous apprenez maintenant, c'est Donc, récent. on a des cours sur ça, mais on nous apprend à être plus rationnel dans nos prescriptions. Plus rationnel, c'est bien ça. J'aime bien l'idée. Je D'accord. sais que ça te plairait. Très très bien. Je savais bien que ça te plairait. Mais pardon, on connaît mes goûts. Vlad, des questions de ta part ou de la part du chat room? Alors en fait, il y a pas mal de questions. Oui, On nous pose des questions notamment sur la question du risque en santé. le Il serait risque. possible de développer. Pourquoi est-ce qu'on parle de risque quand on soigne des gens? C'est un petit peu hors du sujet de l'argent, mais vas-y. En fait, pas tellement. Ah bon, d'accord. Parce qu'un patient est stadifié à l'hôpital en fonction de son risque. Et plus son risque est important, plus son séjour, entre guillemets, rapporte. Comment tu dis? En gros, un patient qui vient, qui a 20 ans, je vais prendre un exemple bête, hein, je vais prendre un patient, il a 20 ans, il a une appendicite simple, hein, il se fait opérer, il sort 2 jours plus tard, sa stadification va être, disons, on va appeler ça un stade 1, d'accord, le stade 2 plus basique, et on va dire que son hospitalisation va être tarifée 1 500 € par jour en chirurgie. Je vous fais ça à la louche, c'est absolument pas une vérité générale, c'est une ordre d'idée. Un exemple. Admettons que ce soit le même patient qui a une appendicite, mais qu'il a plus 20 ans, qu'il en a 60, qu'en plus il est diabétique, qu'il a des difficultés à marcher, qu'au cours de son hospitalisation, il fait une infection urinaire parce que il fait une infection urinaire, qu'il a un problème de perfusion qui fait une vénite, enfin une inflammation de ses veines sur sa perfusion. Et ben là, il passe pas du tout dans le même type de patient. C'est-à-dire que c'est plus un patient stade 1, c'est un patient qui est plus lourd administrativement parlant. Je veux dire, au niveau à la pensée administrative, il est plus lourd. Et donc, il passe par exemple en stade 2, voire en stade 3. Et ce malade-là va avoir un séjour qui est coté plus cher. C'est-à-dire que sa journée hospitalière, au lieu d'être cotée 1 500 €, va être cotée, je ne sais pas, 3 000, 4 000, peut-être plus. Et donc, la stadification du risque, déjà, a un impact sur l'argent que touche l'hôpital par rapport à ce patient. Et qui fait cette stadification? Alors ça, c'est déterminé par les ARS, c'est déterminé par des instances Les supérieures. ARS, c'est quoi?
Excusez-moi, désolé. Les agences régionales de santé. Donc eux, ils font une grille. Donc c'est Exactement. administratif et médical, je suppose. C'est administratif. Il y a probablement une commission paritaire avec des administratifs et des médecins qui déterminent quels sont les facteurs à prendre en compte. Mais moi, quand je remplis un compte-rendu de patient, par exemple, je fais bien attention à signifier le plus possible à l'heure de la rentabilité à l'hôpital public. Je fais bien attention à stadifier le plus possible mes patients pour faire apparaître les choses qui peuvent le faire changer de tranche pour pouvoir les faire passer dans des séjours entre guillemets qui rapportent. Même si je déteste dire ça, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée du. Donc on choisit un peu ses patients. Ouais, et puis je peux comprendre, hein, faire un cancer du côlon chez un patient de 70 ans, grabataire, dément, à l'hôpital, et faire une exérèse de polype chez un jeune de 20 ans à la clinique où on en fait 10 par jour, le risque n'est pas le même. C'est-à-dire, il n'y a pas le même risque à l'endormir, pas le même risque à faire la chirurgie, pas le même risque à la cicatrisation. Donc il y a une stadification du risque pour savoir qu'est-ce qui est faisable par la structure et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ah, parce que en fonction du stade, la clinique ou l'hôpital sera pas le plus à même les structures privées rechignent à faire des patients très lourds parce que c'est des patients qui vont leur, entre guillemets, coûter de l'argent. Puisqu'elles vont bloquer des lits, elles vont demander plus de personnel, elles vont occuper du temps opératoire. Donc alors ça, évidemment, je peux entendre ça d'un point de vue logique, mais c'est aussi un peu choquant. A priori. J'ai pas dit le contraire. Sachant que je ne t'accuse pas toi, j'ai juste que comme système, c'est un peu comme si, voilà, on se fait d'accord, toi tu prends les patients un peu chargés dans ton service public, et moi dans mon privé, je me garde ceux qui sont pas compliqués, qui ont un bon taux de survie, comme ça c'est des gens qui vont revenir chez moi plus tard. Enfin, ça fait un peu bizarre, non ? Ouais, alors en fait, il faut le voir aussi par rapport à une distance qui s'est créée au fur et à mesure du temps entre l'hôpital public et l'hôpital privé, puisque l'hôpital privé est une structure qui tourne. Quand on dit tourne, on peut faire plus de malades plus rapidement, les équipes sont plus rapides, plus entraînées, les chirurgiens ne sont pas plus compétents à l'hôpital privé qu'à l'hôpital public, mais ils ont plus l'habitude de faire toujours le même geste. À l'hôpital public, on voit de tout et parfois des choses qu'on voit nulle part ailleurs, donc les patients sont plus lents. Et puis c'est le service public, vous savez, le service public, à 17h c'est terminé, c'est plus compliqué de faire bouger les choses, il y a c'est une structure qui est plus lourde, il y a une inertie qui est plus importante, donc c'est pas le même. On pourrait dire que pour les cas les plus délicats, peut-être que le service public n'est pas le plus adapté. Peut-être qu'il faudrait avoir des gens H24 plus. Il y a des gens H24. Oui. C'est juste les équipes tournent pas de la même façon. Il y a une dichotomie qui s'est faite entre l'hôpital privé et l'hôpital public, où l'hôpital privé fait des petits gestes à haut rendement, alors que l'hôpital public fait plutôt des gestes plus lourds avec des patients qui demandent plus de temps. Disons que voilà, c'est d'un côté on a un éclaireur qui se déplace léger et qui peut bouger beaucoup, et de l'autre côté on a un hôpital public qui est un guerrier lourd avec une grosse armure qui peut déplacer des gros trucs mais qui va pas très vite, quoi. Vive les métaphores. Mais du coup, je peux comprendre la logique économique qui est derrière. Je dis pas que je l'approuve, je peux comprendre que ça se fasse comme ça. Est-ce que d'ailleurs on a une logique médicale ? Est-ce que c'est cohérent avec vraiment là, c'est une question. J'ai pas du tout de réponse. Voilà, honnêtement, il n'y a pas le même plateau technique dans une clinique que à l'hôpital. Donc ça veut dire quoi ? En termes de plateau technique, s'il n'y a pas la même réanimation, s'il n'y a pas les mêmes équipes de radiologie, s'il n'y a pas les mêmes équipes de bloc opératoire, le même matériel, on ne peut pas se permettre les mêmes choses. Donc on ne peut pas traiter les mêmes patients, tout simplement. Donc l'hôpital est quand même le plus équipé pour. L'hôpital, faut voir l'hôpital comme le dernier rempart. Derrière l'hôpital public, il n'y a pas mieux pour traiter tout. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que ça, du coup ? Je sais pas. Bonne question. Ah bon, voilà. Bonne question, très bonne question. Pourquoi il n'y a pas que ça ? Parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas soigner tous les malades. Parce que des interventions comme les amygdales, par exemple, il faut des structures capables de faire une centaine d'amygdales par semaine, parce que sinon, on n'aurait plus la place de les faire au CHU. Quand je parle de CHU, je parle de l'hôpital public. Il n'y a pas la structure pour accueillir tout ce volume de patients. Mais si cette structure existe dans le privé, pourquoi est-ce que le public ne sera pas capable de produire ça ? Je veux dire, on est capable de
tous les jours accueillir des centaines de milliers d'élèves dans les écoles qui sont en service public. Pourquoi est-ce qu'à l'hôpital, on ne pourrait pas faire ça? Encore une fois, c'est totalement naïf. Hein. Peut-être qu'il y a des Non, réponses, hein. c'est pas naïf. Alors déjà en termes de place, tout simplement. Oui, mais ça peut se créer. Pourquoi on a avec décidé l'argent, de déléguer avec ça de l'argent, on peut faire. Oui. Avec de l'argent, on peut faire. Et l'argent, Ensuite, il y en a dans le public. ça- Il y en a encore plus que dans le privé. Donc, l'argent est là. Je pense que structurellement, c'est pas possible. Je pense sincèrement structurellement parce que si on laisse de la place pour ce genre de petites interventions qui sont pas hyper prenantes en termes de temps, mais il y a un tel volume que ça pénalise énormément, les pathologies qui elles prennent du temps. Je veux dire, c'est pas la même chose. Je vais prendre un autre exemple que je connais relativement bien. Il n'y a pas la même chose que de faire 20 fois 4 dents de sagesse dans la matinée que de faire un cancer de la bouche qui prend 12 heures d'intervention. Oui, mais bien sûr. Mais vas-y, Vlad. Visiblement, François, il y a quelqu'un dans le chat qui n'est pas tellement d'accord avec toi et qui se demande si tu as déjà travaillé dans une clinique privée. Oui. Mais pas d'accord sur quoi? Quel est le point? Il dit que visiblement dans les cliniques privées, enfin que lui travaille dans le privé, qu'ils ont déjà fait des opérations à cœur ouvert, que ça se pratique très bien de toute évidence. Oui, ça mais c'est des dépend. interventions standardisées. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Bien sûr. Enfin voilà, je pense que les cliniques sont peut-être plus formatées pour répondre à certains types de besoins, alors que l'hôpital est là pour prendre le tout venant. Oui. Oui. Évidemment, il y a des structures qui font de la cancérologie en privé, bien évidemment. Il y a des structures qui font de la cancérologie en privé, des structures qui font des interventions à cœur ouvert en privé. D'ailleurs, je pense que 50% des interventions cardiaques se font en libéral à l'heure actuelle. Mais une greffe de cœur ou alors des pathologies extrêmement lourdes avec de multiples assistances circulatoires pour la chirurgie cardiaque, par exemple, ne se font pas en privé parce que quand on est obligé d'administrer des produits à 700 € le milligramme et qu'on est obligé d'en passer 10, 15, 20 avec des chiffres qui montent extrêmement rapidement, on ne peut pas se permettre de faire ça dans une structure privée. Et les patients n'ont pas forcément, la clinique n'a pas forcément, ne serait-ce que le plateau, la technique sur place pour gérer ce genre de patients. Je ne dis pas qu'elles sont juste faites pour faire du rentable. Il y a des gens qui font des choses non rentables parce qu'ils ont une activité rentable à côté, qui donc continuent à faire des choses des choses prenantes. Je suis désolé, est-ce que je peux vous attendre 2 secondes? J'ai un problème à ma porte d'entrée. Eh ben écoute, on va faire une pause. 2 secondes. Ah, bon, alors, si c'est que 2 secondes, on peut revenir vers le chat. Ouh là là, le bruit. Vers ce que disait Vlad, à savoir qu'il y a eu des questions apparemment sur les génériques et le fait que les labos pourraient payer les médecins. Moi je propose tout simplement parce que... Direct. Vas-y Vlad. Ce n'est pas grave, c'est le direct. Vlad, tu disais. J'allais simplement proposer, vu l'heure qu'il est, qu'on parte en pause en fait. Pour j'aurais un premier extrait musical. Ouais, j'aurais aimé qu'on finisse cette partie avec le dernier point qu'on n'a pas évoqué. Peut-être qu'on le fera plus tard. C'était sur l'idée de. On a un système, comme on l'a dit, qui est généreux. Alors, il y a plein de défauts. Hein. On est en France, alors on va râler. Mais est-ce qu'il y a déjà. Est-ce qu'on va déjà vers où il se dirige? Comment il évolue? Et quelles sont les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles pour les 10, 20 prochaines années du point de vue du médecin qui pratique ça de l'intérieur? Alors, je vais prendre mon point de vue à moi. Je ne vais pas aller plus loin que le mien. Je pense que la volonté étatique, à l'heure actuelle, c'est de créer un hôpital public rentable. Clairement, hein, je ne vous mens pas, je vais dire des choses qui peuvent paraître choquantes, mais étonnant. J'ai eu aujourd'hui, pas aujourd'hui, hier, il y avait une réunion dans mon hôpital qui était l'efficience à l'hôpital. Comment rendre l'hôpital efficient? Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Il faut que l'hôpital soit efficient, c'est une très bonne chose. Oui. Mais derrière ça se sous-tend la question de la rentabilité. Et il faut que l'hôpital devienne rentable. Donc, le manager, d'un certain point de vue, comme une entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce qu'on appelle en ce moment le virage ambulatoire. Alors, c'est un terme un peu barbare pour dire l'activité de l'hôpital va se déplacer de plus en plus vers une activité qu'on dit d'ambulatoire, c'est-à-dire des patients avec un circuit court qui rentrent le matin, qui sortent le soir, des interventions plus courtes, pour essayer justement de faire du volume qui est rentable, pour permettre justement de traiter aussi les patients lourds derrière. Donc, ce que tu me disais tout à l'heure, pourquoi l'hôpital ne le fait pas, c'est la volonté.
D'accord. Mais du coup, ça, enfin, on a déjà, enfin, je pense que les gens qui écoutent auront déjà senti ça. Ça s'est déjà fait. Ça fait plusieurs années que les séjours se raccourcissent, que les gens sortent plus vite après les opérations. Ouais, Donc ça, c'est une exactement. tendance qui existe déjà. Jusqu'à présent, j'ai pas l'impression qu'il y ait des conséquences négatives sur la santé. Est-ce est-ce que, est-ce que la Non. rentabilité, à un moment donné, il faut faire un compromis entre dépenser moins et soigner moins, à un moment donné. Donc, est-ce que jusqu'à présent, tu penses que le compromis respecte le soin ou pas? Pour l'instant, oui. À l'hôpital public, la question ne se pose même pas. Et je pense les médecins sont tellement regardés là-dessus que, enfin, en tout cas en France, Mhm. bref, On on fera toujours en privilégiera sorte, toujours. on fera toujours en sorte que l'intérêt du patient prime sur tout le reste. Hein, je vais pas faire du chauvinisme primaire, mais primum non nocere, quoi. D'accord. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le système français. Ça reste sa priorité. Bon, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va pouvoir faire une pause pour respirer après cette bonne nouvelle. Mon cher Vlad, qu'est-ce que tu nous as concocté? Qu'est-ce que j'ai concocté? Eh ben, écoute, nous avons 2 morceaux et je propose de débuter, puisqu'on parle de médecine et que qui dit médecine dit docteur. Pas un docteur en médecine, tant pis, mais I Am the Doctor de Marigold, donc pour la série Doctor Who. I Voilà. am the Doctor sur Radio Campus Lorraine. Tout à fait. On se retrouve tout de suite. C'était Doctor Who. I am the Doctor. Et voilà. Donc, cher Lui-même. docteur, Vous m'entendez ou pas? nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Campus Lorraine et nous t'entendons, mon cher François. Allô? Allô? François Est-ce que vous Historien. m'entendez? Absolument oui. Nous t'entendons très bien. Lui, nous entend. Il est parti. Bon. Alors, on va en profiter pour appeler Radio Campus Lorraine 99.6 FM à Nancy, 106.1 FM à Non, Metz. non, Des je fois suis que vous pas soyez en parti. voiture et que vous tombiez par hasard sur nous comme ça. Voilà, donc pas de problème, nous sommes sur Radio Campus et nous entendons parfaitement le docteur François qui, lui, malheureusement, je le vois sur sur mon Skype, lui n'a pas le son. Mais on t'entend, François. Allô? Il est perdu. Il est Vous m'entendez ou perdu. pas? Alors, je lui ai dit que nous l'entendons. Oui. Voilà. Donc, lui, Oui, apparemment. d'accord, mais c'est juste que j'ai plus mon casque, donc je sais pas pourquoi il a déconné. Alors bon, bah c'est pas grave, il va se brancher différemment. On va passer à la deuxième partie de l'émission où nous avions prévu, alors je prends mon papier, de parler du coût du système de santé, parce que donc on a évoqué le fait que les médecins n'avaient pas forcément une vue sur ce qu'ils dépensaient, parce que eux-mêmes n'ont pas toutes les infos. Et donc on a déjà évoqué le fait le cas de la médecine conventionnée par rapport aux différents secteurs. Est-ce que ça, on en reparle ou est-ce que ça, Ouais, je vais faire juste parce que j'ai pas bien expliqué. En fait, il y a 3 secteurs en Voilà. gros dans la médecine. Il y a Faisons le ça secteur clair. 1. Vas-y. Le secteur 1 qui est le secteur conventionné, tarif sécurité sociale, pas de dépassement d'honoraires. C'est la sécurité sociale détermine un prix pour une consultation, un acte ou un examen et le patient est remboursé sur cette base. Voilà, ça c'est le truc le plus simple. Mhm. C'est l'hôpital public et certains praticiens en libéral. En 2, il y a ce qu'on appelle le secteur 2, donc c'est l'activité libérale avec complément d'honoraires ou dépassement d'honoraires. Je vais arrêter de dire ça. Dépassement d'honoraires. Et c'est accessible à certains types de praticiens. Les patients sont remboursés sur le tarif de la sécurité sociale et ensuite le dépassement d'honoraires est remboursé plus ou moins par les complémentaires santé. Et ensuite, la dernière partie, c'est le secteur 3 qui est du non conventionné. Le praticien n'adhère pas au système de remboursement de la sécurité sociale. Le patient paye l'intégralité des soins. Et ça, c'est beaucoup de médecins? C'est une minorité de Ouais. médecins qui a tendance à augmenter ces dernières années Ah. du fait des contraintes de la sécurité sociale. D'accord. Mais ça, est-ce que ça concerne certaines spécialités en particulier ou est-ce que on a un peu de- Principalement les chirurgiens, D'accord. Donc les chirurgiens sont beaucoup en. qui sont les chirurgiens qui sont les principaux pourvoyeurs de dépassement d'honoraires. Oui. Excusez-moi. D'accord. Donc quand on parle de secteurs, hein, comme tu l'as dit, c'est pas des secteurs géographiques, c'est des secteurs d'activité. C'est des secteurs d'activité, c'est vraiment des accréditations de travail. D'accord. Et donc justement par rapport à l'argent et aux médecins, on a eu des questions dans le chat sur qu'en est-il des labos qui payent les médecins pour qu'ils ne prescrivent pas des génériques mais des médicaments de marque. Est-ce que ça existe? Alors je vais dire non. Non, Voilà, bon. puisque c'est
c'est, je pense, complètement impossible. Ok. Explique-nous Alors peut-être que pourquoi. je suis naïf, Non, mais mais je ne connais pas. Alors, les laboratoires essayent de nous démarcher Oui. tous les jours pour qu'on prescrive leurs médicaments. Ça, c'est sûr. voilà. Et s'ils le font toujours, c'est que d'un certain côté, ça a un effet. Sinon, ils ne le feraient pas. D'un côté, lobifier à mort et faire de la pub, forcément, quand on a besoin de chercher un médicament et qu'on n'en a qu'un seul qui revient en tête, bah, on va prescrire celui-là, c'est évident. Oui, c'est l'effet pub. Ensuite, Ouais. des laboratoires qui font des chèques à des médecins et qui disent ouais, bah, je vais prescrire que ce truc-là, non. Ça, clairement pas. Et pourquoi? Déjà, je pense que c'est pas légal. Oui, mais voilà, mais il me semble que tu m'avais dit ou j'avais entendu que le médecin doit déclarer Ah oui, absolument tout ce qu'il reçoit. il est possible de déterminer exactement tous les avantages en nature. Les médecins sont obligés de déclarer tous les avantages en nature, mais c'est pas que les médecins qui sont obligés de le déclarer. Les laboratoires sont obligés de déclarer les avantages en nature qu'ils font aux médecins. Alors, Si c'est quoi par vous exemple aviez mon nom et mon secteur d'activité, vous pourriez aller sur un site qui vous donnerait exactement l'ensemble des dépenses que je suis ou des avantages que j'ai pu recevoir sous toute forme que ce soit. Un repas d'affaires, une inscription à un séminaire, une participation à un pot pour, par exemple, je sais pas moi, je fais une conférence, j'organise un pot à la fin financé par un labo parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis obligé de le déclarer, le laboratoire est obligé de le déclarer. Mais qui vérifie ça? L'État, D'accord. disons que c'est comme tout, si je le déclare pas, c'est comme travail au noir. Mhm. Tant qu'on se fait pas gauler, c'est bon quoi. D'accord. Et donc tu dis que ça, c'est accessible par tout le monde ou uniquement par Non, c'est accessible à tout le monde. Je sais plus. Je crois que c'est sur le site du Conseil de l'Ordre ou sur amélie.fr. On peut voir les D'accord. déclarations de son praticien. D'accord. Donc, a priori, si Ah, si les c'est gens transparent. respectent les règles et a priori ils ont intérêt, sinon ils risquent gros, on peut pas avoir de corruption, en tout cas aussi grosse que ça, même si, comme tu le dis, il y a quand même une influence qui existe. Et moi, on m'a cité des exemples sur les campus où les bureaux des étudiants et où même les campus en eux-mêmes sont financés en grande partie par des labos, donc qui payent les soirées, qui financent certains bâtiments, certaines réflexions, etc. Donc il y a beaucoup d'argent des labos privés comme ça, qui rentrent sur le campus. Et évidemment, s'ils le font, comme tu l'as suggéré, c'est que c'est pas en pure perte, a priori. Ils le font pour être présents dans les esprits. C'est un petit peu comme Microsoft qui donne des licences de ces logiciels dans les écoles pour que les élèves apprennent à utiliser ces logiciels et deviennent familiers avec ça et après deviennent prisonniers. Moi, je suis un bel exemple. Je suis sous Windows parce que j'ai une flemme totale d'aller ailleurs. Et j'ai tort d'aller comme ça, mais ça marche même avec des gens plus ou moins rationnels. Donc, est-ce que ça, il y a des réflexions sur cet aspect-là de l'argent privé qui vraiment qui va au contact des étudiants en médecine et des médecins aussi peut-être? Bah, je pense que c'est vraiment un jeu de dupe. C'est pas aussi pervers que dans certaines écoles d'ingénieurs ou de commerce où les mecs viennent démarcher directement dans les écoles pour dire voilà, fais cette formation-là, nous on te file un contrat derrière et ensuite tu viens chez nous. Moi je connais des gens qui ont fait ça pour l'industrie pétrochimique par exemple. D'accord. Les mecs se sont fait démarcher directement à l'école, ils ont terminé leur cursus, ils se sont fait embaucher chez Total ou quoi. Je ne connais pas, à mon sens, de démarchage aussi éhonté en médecine. Que les laboratoires soient présents, c'est normal. Ils sont obligés d'être de lobifier pour être Oui, bon, ce sont reconnus des et interlocuteurs aussi, des médecins. Donc forcément, Bien c'est le sûr. même monde, oui. Ensuite, dire que les campus se font arroser, c'est un petit peu surfait. Moi, j'ai fait partie du bureau des étudiants de ma faculté pendant 1 an. J'étais responsable des partenariats. Je peux vous dire que pour obtenir quelque chose d'un laboratoire, il faut se lever de bonne heure. Les jeunes étudiants, ça les intéresse pas. Les internes, certains chefs et certaines branches particulières les intéressent beaucoup plus. Oui, donc ils ciblent un petit peu leur lieu où ils veulent faire du lobbying. Mais enfin bon, moi je le dis parce que moi on m'a fait remonter des infos. Je pense que c'est un peu différent en fonction des campus, en fonction justement des formations spécialisées qui ont lieu dans les écoles ou dans les hôpitaux ou dans les internats. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Visiblement, il y a quand même un mélange des genres, j'imagine. Et
je dis pas que tout le monde est corrompu, naturellement, mais que si autant d'argent circule, c'est que ça a certainement un effet. Et est-ce que tu sais s'il y a des organismes qui surveillent ça? Est-ce qu'il y a un encadrement sur la manière dont les labos peuvent communiquer ou financer des choses? Alors, pour les étudiants, enfin, pour ce qui est du financement des étudiants, on va dire, euh, pour ce qui est des BDE, j'en ai aucune idée. Pour ce qui est des étudiants en médecine, alors là, quand je parle d'étudiants en médecine, je vais parler des internes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà passé le tronc commun, qui sont en cours de spécialisation, donc qui sont déjà au moins après 6 ans de médecine. Les internes, qui sont donc des praticiens en formation, qui sont salariés de l'hôpital public, qui ont un contrat de travail, contrairement aux plus jeunes. Ces personnes-là sont pas forcément abordées par les labos, mais ils essayent quand même de les voir. Ils les financent pas. Clairement, ils les financent pas. Pour les congrès, pas pour les formations. Il faut leur tanner le cuir pour avoir quelque chose. Et je dois vous admettre que quand on a un laboratoire qui peut vous aider à financer une partie de sa thèse, c'est un jeu de dupes en fait. On les utilise. Clairement, on les utilise. Oui. On n'a pas particulièrement envie de les. C'est pas parce qu'on les aime. C'est juste que eux, on sait qu'ils ont de l'argent et que si on peut les utiliser, on le fait quoi. D'accord. Donc il y a autant de manipulation d'un côté que de l'autre. Donc c'est rassurant d'une certaine manière. Même si on sait que psychologiquement, il y a beaucoup d'influences qui passent invisibles. On ne se rend pas compte à quel point on est biaisé dans ces cas-là. Et donc, envie de dire, c'est un biais cognitif. Mais oui, carrément. Et ça, c'est très dur à voir de l'intérieur et même de l'extérieur quand on ne connaît pas le système et que nous, on est que spectateurs. Du coup, il y a beaucoup de soupçons. Et c'est pas très bon d'avoir des soupçons. Donc c'est bien d'avoir des organes qui contrôlent un peu tout ça. Est-ce qu'on a des interrogations ou des réponses peut-être à ce que je raconte dans le chat? Il y a peut-être des choses plus intéressantes que ce que je dis. Je te dis, à part la transparence au niveau des ressentis, enfin des déclarations des avantages en nature perçus par les médecins, et c'est pas leur patrimoine, mais c'est au moins en termes professionnels ce qu'ils peuvent recevoir des différents laboratoires. Et les conflits d'intérêts, parce que quand on publie un papier scientifique, par exemple, on est obligé de déterminer ces conflits d'intérêts. Quand on travaille, par exemple, sur une protéine, sur une molécule d'un laboratoire ou sur le matériel d'un laboratoire, à la fin, on est obligé dans l'article, on est obligé de déterminer quels sont ces conflits d'intérêts avec le laboratoire. C'est-à-dire que si on travaille chez le laboratoire et qu'on publie au nom de ce laboratoire, il y a un conflit d'intérêts. Et aussi des fois... je connais des personnes très bien qui ont fait leur thèse, par exemple, sur l'utilisation d'un médicament hors clou habituel parce que ça paraissait intéressant. Ils ont été obligés de demander des lots de médicaments à ce laboratoire. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est juste pour la science, quoi. Mais c'est justement, j'ai une remarque à faire, enfin une question, et je pense que tu sauras y répondre de manière complète. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Beaucoup des gens qui ont un peu de suspicion par rapport à la médecine, qui se disent c'est pas normal que on prend un nom de labo, Pfizer par exemple, qui est un fabricant de médicaments, c'est lui-même qui teste ces médicaments et qui fait des études et qui publie les papiers qui prouvent que ces médicaments sont efficaces. Donc c'est pas normal parce qu'il est à la fois jugé parti, etc. Donc est-ce que tu peux expliquer pourquoi en effet ça se fait souvent comme ça, il me semble, et pourquoi c'est justifié? Alors là, c'est lié à la science même. Oui, au fonctionnement de comment. Il fait de la R&D, il fait de la recherche et développement, il découvre une molécule. Cette molécule semble avoir une activité pharmacologique quelconque. On va prendre un truc très con, je sais pas moi, un nouveau médicament pour traiter l'insuffisance cardiaque. On va dire n'importe quoi. Ce médicament, il semble intéressant. Alors déjà, ils vont faire des études, il y a plein de socles d'études, ils vont essayer sur l'animal, en laboratoire, puis ensuite ils vont essayer sur des malades sains, sur des malades volontaires, ensuite sur des personnes saines volontaires pour voir quelle est la tolérance. Il y a plein de stades de recherche, et à la fin, pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, donc l'autorisation d'utiliser ce médicament, il faut des études qui soient extrêmement solides. Alors, c'est des études qui nécessitent beaucoup de moyens, qui nécessitent énormément une construction très particulière en termes rationnels, c'est-à-dire qu'il faut que le médecin ne sache pas ce qu'il prescrive, le patient ne sache pas ce qu'il reçoit, qu'il y ait c'est ce qu'on appelle le double aveugle dans ces études-là. C'est un organisme à part
qui détermine qu'est-ce que reçoit le patient et s'il reçoit un placebo, s'il reçoit le véritable traitement, Voilà. quelle est la séquence de traitement. Le laboratoire a fait le design de l'étude, mais ce n'est pas lui qui décide exactement qu'est-ce qui est donné à qui. Il n'y a pas de parti pris. Il faut que justement, pour que ce soit indépendant, pour qu'une étude soit bien faite, ce soit un troisième parti qui détermine qui reçoit quoi. D'accord. Il y a... Mais juste pour compléter, tu as dit que ça coûtait extrêmement cher. Évidemment, le labo ou la boîte qui veut développer ce médicament-là, il va quand même pas demander aux autres de payer pour le test de sa molécule. Bah non. C'est ça le truc, c'est que les gens doivent comprendre que si Pfizer pense avoir trouvé le médicament contre le sida, que sais-je, bah, il va le tester lui d'abord. Il va pas arriver la bouche en cœur et dire bon, bah, moi j'ai trouvé une molécule parfaite, allez-y, testez-la. Parce que les gens ont un peu autre chose à faire que de s'occuper des promesses de médicaments miracles que peut faire Pfizer ou Et autre. puis, il y a aussi la partie, si le médicament a des complications, ce serait bien à la personne qui l'a découverte et qui doit le tester de prendre les responsabilités de ce genre de choses. Oui, et d'en avoir la primeur aussi pour savoir si ça vaut le coup de continuer à développer, C'est un etc. brevet. C'est ça, voilà. C'est un- Il y a il y a un processus intellectuel dans la manière d'amener les choses. Il y a un coût associé à cela, et c'est des choses qui ne peuvent pas se faire hors d'une structure qui décide. Donc, en l'occurrence, un labo, quoi. Ensuite, pour faire une étude comme ça, pour faire une étude pharmacologique, on va dire, pour mettre un nouveau médicament sur le marché, il faut que l'étude passe devant une commission qui est comment dire, parfaitement indépendante pour déterminer si l'étude est valide, si elle En est amont. éthique, s'ils ont le droit de le faire. Et c'est seulement à condition qu'il y ait une bonne puissance statistique avec contrôle énorme des biais, des choses comme ça, que des commissions, et chaque commission de chaque pays doit déterminer si le médicament a le droit d'être utilisé dans certains types dans certains types de pathologies et certains types de prescriptions. Je veux dire, Pfizer découvre une nouvelle protéine, ils vont la présenter à la FDA aux États-Unis, à l'agence des médicaments au Canada, en France, et on ne va pas avoir les mêmes indications Oui. en France, aux États-Unis ou autres. C'est vrai que les médicaments ne franchissent pas les frontières aussi facilement que ça. Non. Mais ce que Non. tu dis est intéressant, c'est que au dernier stade, avant d'avoir une autorisation, il y a une partie où le protocole est public, enfin, en tout cas parmi les gens du métier, et en fait où c'est validé avant que l'expérience soit faite. Il me semble qu'il y a toute une batterie de tests qui sont faits en amont pour préparer la molécule. On arrive à un stade où on se dit voilà, c'est bon, on peut la tester. Et puis au final, avant de passer vraiment à la grosse manip qui va valider tout, on a un protocole qui est public, normalement. Oui, bien sûr. De sorte qu'on peut pas décider de changer in fine le nombre de patients ou la dose, etc. pour cacher les choses. Alors, En ça, amont, ça, on prévoit un Ah, protocole précis, et après, une fois que le protocole il est validé, en amont, ça veut dire que l'expérience elle est valide, et les résultats, ils seront, quels qu'ils soient, ils seront oui ou non, mais ils seront beaucoup plus fiables que si on n'avait pas eu la précaution de valider en amont le protocole. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Est-ce que ça, c'est le cas général dans le processus? Ah, mais de toute manière, une étude, ce qu'on appelle, elle est designée au départ. Les gens font un protocole et déterminent, voilà, pour pouvoir mettre en évidence telle différence, il va falloir qu'on ait au moins tant de patients pour avoir telle puissance sur nos tests statistiques. Et il va donc nous falloir, voilà, le design de l'étude va être comme ça, on va avoir tant de personnes qui vont prendre ce médicament, tant de personnes qui vont prendre le gold standard ou un placebo, et on va faire ça comme ci, comme ça, le design de l'étude il est comme ci, comme ça, on va présenter ça à un comité d'éthique. On va présenter ça à un comité d'éthique qui va nous donner l'accréditation pour passer les tests, et ensuite on va faire nos tests, et c'est un comité indépendant qui va déterminer qui reçoit quoi. Nous on va faire que donner le médicament, et quand tout ça sera fait, on va lever l'anonymat des prises de doses et des choses comme ça, et on va faire nos calculs. Voilà. Enfin, ça, c'est le cas d'école. À un moment, ça va se passer comme ça. Et ça protège contre les manipulations de chiffres, etc. Complètement. Contre tous les billets qui pourraient venir après ou avant. Une fois que c'est validé, le protocole est comme ça. Donc ça devrait rassurer les gens et leur permettre de comprendre pourquoi c'est bien les labos qui doivent financer les recherches sur leur molécule. Bien sûr. Autrement, je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Donc, Je ne vois pas non plus comment ça pourrait marcher. Je veux dire, ils doivent faire la preuve de bonne foi que leur médicament est utile. Donc, ils doivent dépenser. Enfin, c'est eux qui doivent faire la preuve. c'est ça.
Sinon, ça serait comme demander à l'État de financer la recherche privée. Et chaque État devrait le faire. Oui, bon, ça, in fine, mais voilà, enfin, en plus, oui, parce que les seuils ne sont pas les mêmes et les démarches sont différentes. Voilà, donc ça me semble intéressant, parce que c'est quand même une question centrale dans l'argent et la médecine. Qui finance la recherche, pourquoi? Et après, c'est la question des brevets, etc. Quelle est la durée d'un brevet? Est-ce que c'est variable pour une molécule de soins, enfin, contre le diabète ou que sais-je? Très probablement, il doit y avoir des techniques il doit y avoir des différences entre les différentes molécules et types de molécules. Je ne sais pas honnêtement quelle est la durée d'un brevet. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de molécules qui tombent dans le domaine public. Oui. Il y en a pas mal qui tombent régulièrement dans le domaine public. Et tiens, je crois qu'il y a Climène sur le chat qui dit un truc sur ça. Alors, Je crois qu'il dit 20 ans. 20 ans pour le brevet, pour une molécule de synthèse. Sachant que le brevet est valable pour une indication particulière. À chaque D'accord. fois, alors le brevet de la molécule, voilà, mais chaque indication relance le brevet. C'est-à-dire que, disons qu'on prend un médicament qui traite l'hypertension artérielle pulmonaire, un médicament très connu, le sildenafil, utilisé pour traiter l'hypertension artérielle. Oui, c'est très connu, naturellement. Tout le monde aussi le tu vas connaissait. voir, c'est très connu. D'accord. Il s'avère Tout le que monde les sait gens ça. qui sont traités pour Vlad? J'ai dit tout le monde sait ça, bien sûr. Enfin, voyons. vous allez voir, tout le monde sait ça. Il s'avère que Pfizer, quand il a testé ce médicament, s'est rendu compte que ses patients traités pour l'hypertension artérielle pulmonaire avaient de violentes érections en prenant le sildenafil. Ah, Et donc, Pfizer, donc je l'extension vois que c'est. de l'autorisation de mise sur le marché s'est déroutée de l'hypertension artérielle pulmonaire, pour lequel il est toujours utilisé, et les troubles de l'érection. Et c'est devenu le Viagra. Et donc, le brevet a été relancé pour autre chose, Ils sur sont une nouvelle forts. durée. D'accord. C'est pour ça. Bah, du coup, je ne sais quoi répondre après cette intervention extrêmement étonnante. Donc, oui, je ne sais plus. Vlad? Sauve-moi la vie. Eh bien, je vais te sauver la vie en posant l'une des questions qui a été soumise dans le chat. Enfin, pas dans le chat, mais plutôt qui m'a été soumise en privé. Et qui dit « Bonjour, je voudrais poser une question sur l'argent. Cool. Que l'État paye, à mon sens, de manière injustifiée, mais dont l'invité aura peut-être une explication. Le prix des médicaments, normalement négocié par l'État, l'est souvent de manière peu pertinente. Je prends l'exemple du nouveau traitement contre l'hépatite C, qui me semble coûte plus de 45 000 $ pour un prix de fabrication de moins de 500. N'est-ce pas un vice dans la négociation et la gestion d'un budget de laisser un tel écart? Qu'en Oui. est-il? C'est vrai qu'il y a des scandales par rapport à certains prix. Ouais. Alors là, je pense qu'il y a une mésentente entre deux choses. Il y a effectivement un nouveau traitement pour l'hépatite C qui coûte extrêmement cher. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il y a aussi eu une polémique aux États-Unis par rapport à un médicament qui est utilisé dans le traitement de certaines pathologies infectieuses comme l'hépatite C dans le cadre du VIH, où le laboratoire a décidé de multiplier par 7000%, quelque chose Voilà, comme c'est ça. ça qui m'avait choqué à l'époque, oui. Ah oui, 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 oui. Et donc, alors effectivement, le nouveau traitement contre l'hépatite C coûte très cher. Je ne connais absolument pas son prix de fabrication. Mais ce nouveau traitement, est-ce qu'il justifie son prix? Je pense que oui, de toute manière. Puisque même si on paye un traitement 45 000 € avec une chance, je crois, qui est de l'ordre de 70% de guérir l'hépatite C, à la place d'avoir un traitement pour l'hépatite C et des problèmes chroniques de l'hépatite C sur 40 ans, je pense que l'investissement en vaut la chandelle. Les laboratoires le savent très bien. Et certains médicaments ont un certain coût de fabrication, quand Oui, même. mais voilà, c'est ça. Ils ont un certain Est-ce que c'est raccord? Parce que se dire, Est-ce que oui, c'est ça vaut le raccord? coup parce que l'offre et la demande et le du marché, c'est une réponse. Mais a priori, c'est pas la logique qui devrait prévaloir pour un médicament. Est-ce qu'un médicament, c'est un produit comme un autre? Voilà Alors ma là, la question. question, là, c'est plus de la médecine, c'est plus lié. Nous, médecins, nous faisons prescrire les médicaments, on ne les crée pas. Là, c'est un problème lié au marché pharmaceutique. J'ai pas de réponse par rapport à ça. Est-ce que c'est abusé? Oui, je pense que oui. Mais est-ce que les laboratoires pharmaceutiques sont là pour faire du bénévolat?
Oui, mais J'ai quelques doutes. Il suffit de voir le rachat de. Attends, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en termes de rachat? Je crois que c'est Pfizer qui a dû racheter une autre boîte énorme pour genre 150 milliards de dollars pour c'est faire tout. le leader mondial de la pharmaceutique. Ça doit dater d'hier ou d'avant-hier, hein, quelque chose comme ça. Bah, mais non, mais ma question, quand même, si tu peux me donner ta lumière, bon, ce sera ton avis personnel, mais est-ce qu'un médicament est un produit comme un autre? Est-ce qu'un médicament est un produit comme un autre? Non, on ne fait pas 10 ans d'études pour prescrire des cachous. C'est ce que je réponds à ce que je dis à mes patients en permanence. On n'a pas fait 10 ans d'études pour prescrire des cachous. Les médicaments ne sont pas des biens comme les autres. Mais du coup, du point de vue du marché, est-ce qu'on doit avoir la même logique? Voilà, moi j'ai mon point de vue, mais quand on est professionnel, quel regard on porte là-dessus? Je pense que non. Je pense que les gens, par exemple, je pense que le jour où quelqu'un aura inventé le traitement contre le VIH, il aura deux possibilités. Soit en faire don à l'humanité, comme celui qui a inventé le vaccin pour la polio l'a Bien fait sûr. pour la polio, Mhm. soit le vendre et se faire du profit. Et je pense que là, c'est une guerre d'idées. Il y a eu dans les années 2000 une guerre immense sur le séquençage du génome humain. Il y avait deux écoles qui s'affrontaient. Il y avait l'école américaine qui voulait breveter le génome humain et il y avait l'école française au Génopole à côté d'Evry dans le 91 qui essayait de battre les Américains sur le séquençage du génome humain pour en faire don à l'humanité. Ouais. Il s'avère que c'est Evry qui a gagné, c'est le Génopole, et ils ont donné le génome humain à l'humanité. Alors attends, là, un petit cocorico, on va redire ça. Evry, le Génopole, a battu les Américains sur le séquençage humain et ça a peut-être changé l'histoire de la médecine. L'histoire de la science, de la Voilà, science. enfin, et de la science sur le génome humain. J'ignorais à cet Exactement. état-là, j'ignorais qu'il y avait cette compétition à ce moment-là. Et c'est récent, Également. ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans? C'est dans les années 2000. Oui, Dans les années 2000. d'accord. Donc c'est... Bon, donc il y a bien deux philosophies différentes. Ouais, mais là, c'est la loi du marché et tous ces laboratoires sont plutôt américains. Bon, il y a Servier qui est français, mais Oui, mais tu dis la loi de marché d'une manière un petit peu fataliste, comme si on ne pouvait pas y échapper. Et je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Et... non. Mais enfin, voilà, parce que Ouais, c'est pas une loi de la nature. On tente de nous faire croire que Soyons- la loi du marché, c'est l'application de Darwin. C'est totalement faux. Hein. C'est une idée Soyons reçue. critiques, enfin. Et... Moi, je le vois dans ma pratique de tous les jours. Quand un laboratoire vient de démarcher à l'hôpital, ça m'énerve, ça m'agace. Je les vois pour être poli et qui se déplacent pour me voir. Donc, la moindre des choses, c'est que je les reçois au moins 5 minutes pour écouter ce qu'ils ont à me dire. Mais j'en suis pas plus dupe. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, je découvre des nouvelles molécules ou alors des choses un petit peu différentes. Au moins, pourquoi ça m'intéresse, je les essaye. Et il y a certaines formes de médicaments que j'ai changées parce que je les trouve plus pertinentes dans leur utilisation. Mais ils arrivent parfois avec des vraies études à l'appui, avec des vraies preuves scientifiques. Heureusement. Apportez-moi la preuve et je suis prêt à changer d'avis. C'est bien, c'est de la bonne disposition. Vlad, est-ce que tu as une autre question raccord à ça? On demande également s'il est vrai que les labos publient des revues de vulgarisation Ah oui. dans des recherches. Et si oui, est-ce qu'elles sont fiables? Quelle est la différence, la distinction, la nuance entre vulgarisation financée par les labos et publicité? Aucune idée. Honnêtement, là, aucune idée. Je ne connais pas de revues de vulgarisation de recherche. Je connais plein de revues de recherche médicale, mais des revues de vulgarisation de recherche. Mais oui, Je connais. de vulgarisation générale, genre Science et Vie, etc. Et les autres. Oui, oui. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, mais il y a parfois dans les pages de ces vrai. ouvrages-là des pages complètes, voire des doubles pages, qui ressemblent à un article. Et en fait, c'est de la pub. Oui. C'est vrai, dans Science et Vie, c'est assez vrai, oui. Donc ça pose question et je pense que c'est pas très bien. Voilà. Mon point de vue C'est personnel. pas très là, bien, ouais. surtout qu'en plus l'information est toujours parcellaire et il est très facile de faire dire n'importe quoi à des chiffres, surtout dans les études de médicaments, enfin de ce que je sais. Et donc il faut savoir lire une étude et c'est pas facile de savoir lire une étude et de voir que le mec qui est en train d'écrire l'étude est en train de nous prendre gentiment pour une andouille. Oui, notamment, on a vu deux articles cette semaine, dont un ce matin où Monsieur Boiron s'exprime, Oh mon Dieu! et on en parlera dans la dernière partie de l'émission, mais Ah où oui. il fait dire il a des détourneurs de phrases sur l'efficacité de l'homéopathie qui sont assez amusantes. Il ne parle pas de ces médicaments, mais il parle des médecins
qui pratiquent l'homéopathie et allopathie, comme ils disent ensemble. Et la manière dont la phrase est formulée, elle est vraie, mais elle ne valide pas l'approche homéopathique. C'est ça qui est fort. C'est qu'à cette manière, il a intégré le fait que son médicament n'avait pas d'efficacité. Dans la manière dont il a de dire des choses pour qu'elles soient vraies quand même. C'est assez fou, je trouve. Pas totalement, parce que quand même, il invoque, enfin, on reviendra dessus dans la dernière partie, mais dans son interview, il invoque très très clairement des études qui n'existent pas. Oui, c'est assez... De ce que je connais de l'homéopathie, je crois qu'il doit y avoir une étude sur l'homéopathie qui prouve quelque chose, et encore, mais il n'y a pas vraiment... Par contre, des études à charge, des études au contraire, il y en a beaucoup. Bien sûr, et puis il y a des journaux qui s'appellent Homéopathie, et qui sont financés par les laboratoires ou les fabricants d'homéopathie, et dans lesquels on publie des articles qui sont plutôt pro-homéopathie. Et ça, c'est scandaleux. Si je ne m'abuse, il y a effectivement une étude qui a été menée et qui a des résultats concluants pour l'homéopathie. On a tenté de la reproduire et ça a échoué. Oui, moi c'est ce que j'avais comme notion qu'il y ait quelques... C'est aussi ce que j'ai retenu. Bon, mais avant d'aller sur le terrain des médecines alternatives, on fera une pause. Mais juste avant, j'aurais aimé que tu nous expliques que pour battre un peu cette culture opaque où on ne sait pas combien coûte la médecine, tu m'as dit à moi que je pouvais aller sur mon compte amélie.fr et découvrir ce que je coûte à l'État. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots aux gens qui veulent savoir combien il coûte à l'État et à la sécurité? Il existe un site, donc amélie.fr, qui est le site de la sécurité sociale. AMELEI. Ah oui, AMELI.fr. On a tous un compte, il est basé sur notre numéro de sécurité sociale. Alors il y a une démarche à faire initialement pour savoir, il faut rentrer son mot de passe au départ, il y a tout un truc pour activer son compte au départ, mais il y a dessus un onglet mes relevés de santé, et là on peut voir combien on a coûté en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014. Oui. Et donc, je me fais désarçonner par Vlad. J'ai pas fait exprès. C'était un petit rodéo. Et donc, on peut voir exactement qu'est-ce qu'on coûte à la sécurité sociale. Et en fait, je parle de ça parce que j'ai une collègue qui est médecin, avec qui on en a discuté. Moi, je regarde régulièrement mon relevé de compte Amélie, et elle me dit moi, je viens d'accoucher, donc j'ai fait ma grossesse, mes consultations, mes échographies, j'ai eu aucun problème, j'ai fait la grossesse de base, j'étais hospitalisé 2 jours pour mon accouchement, je suis ressorti et je suis allé voir sur Amélie pour une raison X ou Y, j'avais des démarches à faire, j'ai regardé mon relevé, je me suis rendu compte que ma grossesse avait coûté 12 000 € et que moi, j'avais rien dépensé, je m'en étais pas rendu compte. Donc intéressant. Et c'est là qu'on se rend compte de ce que peut coûter la médecine en France. Je pense qu'on n'a pas, mais même nous médecins, on n'a pas cette culture de qu'est-ce que ça coûte un soin en France. On n'arrive pas à le voir en fait. Oui, ça c'est important. Et pour finir, on avait évoqué un autre point, et comme on l'a pas dit, là je pense que c'est le moment, le fait que le fameux trou de la sécurité sociale, c'est ce vocable qu'on nous sert à toutes les sauces depuis 20 ans, 30 ans, que sais-je, en fait, finalement, le trou n'existe pas, d'une certaine manière, parce que, tu vas nous dire ça mieux que moi, c'est qu'à un moment donné, le trou, en fait, n'est là que parce qu'il y a une différence entre ce que coûte le système et l'argent qu'on veut bien y mettre. Exactement. Donc le trou, on le construit en faisant un budget qui n'est pas suffisant. Voilà, si tu veux élaborer une réponse là-dessus. Tous les ans est voté ce qu'on appelle le projet de loi de santé et de la sécurité sociale, le PLFSS, un truc comme ça. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, voilà, le PLFSS. Et il comprend les 4 branches, dont celle dont j'ai oublié tout à l'heure. C'est de l'ordre de 500 milliards par an, c'est supérieur au budget de l'État, c'est supérieur, je crois que c'est équivalent au budget de l'éducation nationale. Enfin, c'est énorme, 500 milliards, ça doit être 550 milliards. C'est en 2e, je crois, l'éducation est en premier, et voilà. Et ce projet de loi de finances détermine exactement quelle est la partie qui va revenir dans chacune des branches, comment on va récupérer les impôts, et voilà. Donc on détermine, l'année prochaine, la sécurité sociale, la branche santé doit dépenser tant d'argent. Okay. Et il s'avère que tous les ans, on dépense un peu plus. On dépense de l'ordre de 6, 7, 8, 10 milliards, ça dépend des années. Le pire, je crois que c'était en 2002, ça a été de l'ordre de 10 milliards. Il a tendance à se résorber, le truc de la sécurité sociale.
Mais en fait, c'est pas un trou, c'est pas une véritable dette, c'est une dette qui est fictive, puisqu'il suffirait qu'on vote un budget de 10 milliards de plus et on sait que un projet de loi rectificatif de 10 milliards de plus et on sait qu'il ne serait pas dépassé ce trou. C'est un déséquilibre entre ce qu'on veut bien donner au système de soins et ce qu'on considère qu'il doit vraiment avoir. Donc mais c'est une décision politique, soit on décide d'avoir un système de soins qui coûte de l'argent et à ce moment-là, on fait fi de ces choses-là, soit on considère que c'est un système qui est fini et auquel cas on ne peut pas, on vit très largement au-dessus de nos moyens à l'heure actuelle, on n'a pas la cohérence de notre système de santé. Mais c'est une décision politique, alors on peut terminer, je pense qu'il y a des économies à faire, on peut optimiser les choses, mais c'est un faux épouvantail, quoi. C'est éviter de nommer les choses vraiment pour. Tant qu'on dirait que c'est un trou, on évitera de se poser la question de comment le résorber. Ouais. C'est comme les histoires de passer la retraite à 67 ans. La retraite n'a jamais été à 67 ans. C'est la retraite à taux plein pour quelqu'un qui n'a pas cotisé 41 annuités. Pour partir à taux plein, il sera obligé d'attendre 67 ans. Mais la retraite, si on a cotisé 41 annuités en commençant à 21 ans, elle est à 62 ans, et puis pouf, c'est 62 ans. Dire que on a passé l'âge de la retraite à 67 ans, c'est faux, c'est un mensonge, c'est modifier la réalité. Bon, pour la retraite, il y a des gens qui auront beaucoup de mal à avoir leurs annuités, même après des années d'études, mais c'est pas grave, tant pis pour eux. Vlad On est dans ce cas-là, nous les médecins. Hein. Oui, mais oui, mais enfin, une fois que vous y êtes, ça va. Une fois que vous êtes médecin en place, ça va. C'est juste que c'est un langage qu'on peut déformer, quoi. Comme tous les langages, il faut faire attention à ce qu'on dit. On fait une pause musicale rapide et après on passe à la partie finale qui sera un peu courte malheureusement. Alors Vlad, qu'est-ce que tu nous as réservé ? Alors, j'ai réservé, en fait là on peut le dire, hein, c'est toi qui as réservé pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Idée. Très très approprié. Money de Pink Floyd. Money. Des monnaies de Pink Floyd. Alors on coupe un peu parce que l'émission touche à sa fin bientôt, donc on voulait parler plus avec François. Merci Pink Floyd. Cette troisième partie est plus orientée vers le sujet qui est plus généralement abordé dans l'émission, à savoir les croyances, etc. Et en l'occurrence, les médecines alternatives. Alors, il y en a beaucoup, il y a acupuncture, homéopathie, kinésiologie, guérisiologie, ça existe, c'est fou, et plein de choses. Alors, je pose ma question d'emblée à François. François, d'après toi, pourquoi est-ce que ces médecines alternatives ont autant de succès et de plus en plus de succès à l'heure actuelle ? Alors, tu as 20 minutes. À vos crayons. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et le principal, je pense que c'est de plus en plus du fait... Oh là. Allô, oui ? Non, c'est bon, c'est revenu. Je pense que Il y a un problème de Skype, c'est bien ce qui me semblait, c'était tout bizarre. Je vais rappeler François. On en profite pour rappeler qu'on est sur Radio Campus Lorraine, 99.6 FM à Nancy, 106.1 FM à Metz, et qu'on est dans la tronche en live. Voilà, alors ça a coupé, mais tu es revenu. je crois que c'est mon Skype qui me fait un truc bizarre. Donc je ne sais plus ce que tu me disais parce que Alors je disais que je pense que la principale chose de cet intérêt pour les médecines dites alternatives, c'est une certaine défiance envers la médecine conventionnelle. Du fait de tout ce qu'on a dit, des connivences avec des médecins, avec les laboratoires, des soupçons de connivence des médecins avec les laboratoires, de cet aspect big pharma, on veut nous empoisonner, on est méfiant par rapport à ce qu'on met dans nos assiettes, dans nos médicaments. Oui. Voilà, cette espèce de marasme global, de méfiance globale. Je pense que ça, c'est l'élément principal. Ensuite, la deuxième chose, c'est que de plus en plus, et ça n'aide pas en fait, la médecine est considérée comme un bien de consommation. Et comme c'est considéré comme un bien de consommation, ça renforce cette situation de méfiance. Et donc, on va vers un retour, pas un retour, mais vers une certaine idéalisation des médecines, disons, plus naturelles. Plus traditionnelles, ou qui remontent à la nuit des temps, qui sont plus naturelles. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'activité, elles n'ont juste jamais prouvé qu'elles avaient une certaine activité, autre que leur activité de soins en tant que telle, leur activité placebo. Et donc, cette pensée un peu magique de c'est naturel, donc c'est bien,
Et c'est comme ça qu'on voit, voir fleurir des sites comme régénère.org, centrenutrition.org, des choses parfois qui véhiculent des informations extrêmement néfastes Oui. et dangereuses. Mais justement, tiens, en parlant de sites, donc il y a beaucoup de bullshit partout. Est-ce que toi, Bullshit, ouais, bullshit Ouais, everywhere. et c'est assez effrayant. Mais du coup, est-ce qu'il y a une riposte rationnelle? Est-ce qu'il y a des sites qu'on peut conseiller aux gens s'ils ont vraiment des questions qui ne sont pas gravissimes? Parce que pour toute question grave, il faut aller voir un médecin, il faut consulter. Mais pour des petits bobos ou des choses ou des questions d'ordre général, est-ce qu'il y a des sites qui sont valides? Des Ou pas sites du qui tout? sont valides. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Hein. Non. Ça peut être une réponse Non, et mais ça peut c'est être comme- mais le truc, un problème. c'est comme tout sur Internet. Sur Internet, on trouve de tout et de rien et beaucoup de désinformation. Et pour trouver la véritable information au milieu, c'est difficile. Doctissimo n'est pas un mauvais site. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Pour prendre l'information qui est bien au milieu de tout ça, c'est pas facile. Ouais. C'est toujours la critique de l'information qu'on voit. Il est difficile de... Quand on n'a pas la connaissance, de savoir la trouver. Quand on a un flot de connaissances énorme. Donc, on n'a pas de réponse pour l'instant sur est-ce qu'il y a une J'en connais pas, mais c'est D'accord. parce que je les pratique pas en fait. Bah, Je les forcément. pratique pas ces sites-là parce que par définition, la connaissance, quand je veux la trouver, je vais la chercher de manière spécialisée. D'accord. Donc, bah, écoutez, si des gens dans le chat ont des lumières sur quelques sites qui pourraient être un peu moins mauvais que d'autres, pour qu'au moins les gens qui veulent absolument tapoter eux-mêmes sur leur clavier pour avoir des infos aillent sur les meilleurs sites plutôt que les pires, on essaiera de faire ça. Donc, juste pour revenir sur les médecines alternatives dont tu as évoqué l'effet placebo, j'invite les gens à se renseigner là-dessus. On a fait une vidéo, nous, et notamment avec Que Climène. j'encourage à aller voir le triptyque est vraiment très bien. Voilà, avec le Psylab et avec Climène, on a essayé d'avoir un spectre large pour expliquer un peu tous les tenants et aboutissants de c'est quoi l'effet placebo et surtout qu'est-ce que c'est pas. Et oui, Je vous coupe, on a une question qui me semble intéressante. d'accord. C'est quelle est la politique de la sécurité sociale par rapport aux médecines alternatives? En mentionnant que l'homéopathie, par exemple, est une médecine alternative qui est remboursée à 30%. Alors, à partir de quel moment l'État considère que ça vaut le coup de rembourser? Bonne question. Alors, justement, j'avais regardé les choses puisque l'homéopathie est effectivement remboursée à 30%, mais ça c'est historique parce que l'un des plus grands laboratoires pourvoyeurs d'homéopathie est un laboratoire français. C'est Boiron. Donc, pour ne Boiron, pas le donc citer. voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ça par rapport. Là, par contre, je pense que c'est du lobbying à mort. Et je pense que c'est de la paresse intellectuelle, voire de la de la piraterie intellectuelle. C'est même plus. Je pense que c'est quasi frauduleux comme chose. Moi, je trouve ça il y même a- irresponsable, en fait, mais bon. Et alors, par exemple, on pourrait parler. Je vais prendre un cas un peu plus cadré. L'ostéopathie. L'ostéopathie à l'heure actuelle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais Mais si elle faisait preuve, si l'ostéopathie était reconnue comme une profession de santé, si le service rendu devait être était mesurable et le rapport bénéfice-coût était favorable, et si la situation financière de la sécurité sociale était plus propice, oui, alors l'ostéopathie deviendrait remboursée par la sécurité sociale. pardon pour le petit bruit, c'est la caméra qui s'arrête toute seule et qu'il faut relancer. Donc en gros, l'ostéopathie, tu disais, il y a un seuil à un moment donné où on pourrait le rembourser et comment on le calcule? Ben, c'est les conditions préalables de la sécurité sociale. C'est marrant parce que l'homéopathie répond à aucune de ces conditions, mais elle est quand même remboursée. C'est-à-dire que les conditions préalables pour que quelque chose soit remboursé, c'est alors dans un cadre de professionnel de santé. Bon, ça à la limite, c'est l'administratif, c'est pas très D'accord, compliqué. oui. Le service rendu devra être mesurable et le rapport bénéfice-coût favorable. D'accord. Donc Et là, on mesurable, rentre dans les ouais, problèmes. Là, on rentre dans les problèmes. carrément. Et une situation financière de la sécurité sociale plus propice. Mais ça, c'est pour les éléments à venir et non pas déjà en place. Mais si on appliquait cette grille de lecture à l'homéopathie, je suis pas sûr que ça se passerait très très bien. Et pourtant, Boiron a dit dans l'article qu'on a pu lire ces derniers jours qu'il n'y avait plus de débat sur l'efficacité de l'homéopathie, que c'était remboursé dans plein d'États, et que justement le fait que ce soit remboursé en soi est un argument C'est une preuve. et qui ressemble à une preuve qui n'est pas du tout. Enfin, voilà. En science, une preuve, c'est pas ça. En science, une preuve, c'est Non. un résultat d'expérience qui montre qu'on avait raison de penser ce qu'on pense. Là, c'est juste
politiquement, on prend la décision de rembourser, mais c'est basé sur quoi, en fait? Est-ce Donc que là, scientifiquement, c'est valide, tout ça? Mais, moi, je connais pas d'études, peut-être une étude scientifique qui prouve une certaine efficacité de l'homéopathie, mais pas sur tous les médicaments. Ils ont forcément testé Ah oui. qu'une seule chose, mais je connais plein d'études qui montrent son non-efficacité, ou alors pas plus que l'effet placebo. Je pense que c'est basé sur aucune valeur scientifique. Enfin, ça n'a pas de valeur scientifique, je pense pas. Ouais. Pour revenir quand même sur le mot placebo, quand on dit que ça n'a pas d'effet hors du placebo, ça ne veut pas dire que le placebo a un effet magique, mais que ça n'a pas d'effet spécifique, qu'il n'y a pas d'effet qui est lié Voilà. à ce qu'il y a dans la molécule, à ce qu'il y a dans le médicament. Alors, Ça a des effets qui excusez-moi. sont liés à tout le protocole soignant qui fait que voilà, les gens on retire quelque chose, mais c'est pas lié au médicament. Bled? Alors, j'ai actuellement l'interview sous les yeux Ah, de monsieur, et monsieur Boiron. Qu'est-ce qu'il raconte? la réponse à la question de son efficacité ne se pose donc plus. Donc, l'efficacité de l'homéopathie. Monsieur Boiron répond: les études qui la prouvent existent depuis 100 ans. Il ne faut pas oublier que l'homéopathie est née en même temps que les vaccins, effet halo, à une époque où les médicaments n'existaient pas et qu'elle avait de très bons résultats sur les patients. Actuellement, nous avons commencé à publier les résultats d'une large étude réalisée durant 7 ans avec 800 médecins et 8000 patients. Elle démontre l'efficacité des praticiens qui font plus d'homéopathie que d'allopathie. Est-ce que c'est pas édifiant de mauvaise foi? Ça ne prouve rien, surtout. Bah ouais, C'est ça. l'efficacité, c'est quoi d'un praticien? Comment on Bah, mesure l'efficacité d'un praticien? Je ne sais pas. Et surtout, est-ce que c'est lié à l'efficacité du médicament? Pas forcément. Non, mais Putain, c'est surtout C'est que un exemple de sophisme. Oui. oui, un médecin plus efficace qui prescrit plus d'homéopathie, ça veut peut-être dire qu'il est plus à l'écoute de son patient et donc qui va lui donner quelque chose enfin, il est plus à l'écoute, donc il a une plus large vision de ce qu'il peut prescrire. Et puis, il y a donc, l'effet psychologique. Oui. Voilà. Effet contextuel à mort, quoi. Et puis, Beaucoup de efficacité. patients ont besoin d'être écoutés et orientés plutôt que d'être soignés, mais c'est aussi la médecine de l'âme, si on peut rentrer dans ce genre de débat. Écouter, c'est déjà soigner, hein. Oui. C'était oui, le principe d'Hippocrate à la base, hein. tout à fait. Mais justement, quand on parle d'efficacité, est-ce que l'efficacité, ça se mesure d'un point de vue pécuniaire? Parce que, auquel cas, les médecins homméopathes coûtent moins cher à l'État, puisque les prescriptions homméopathiques enfin, ça coûte beaucoup moins. Les médicaments homméopathiques coûtent moins cher. Heureusement, d'une certaine manière. Mais en même temps, le recherche et développement qu'il y a derrière, ça vaut rien. Je me demande... Disons que les conditions de mise sur le marché d'un médicament homéopathique sont quasiment proches de zéro, mais d'un côté, ça se comprend, hein. Oui, il ne me semble pas qu'un médicament homméopathique n'ait jamais prouvé qu'il n'avait pas d'effet secondaire. Est-ce qu'il y a des études qui cherchent... Parce que les autres médicaments, les vrais, entre guillemets, ceux qui ont un effet, ils doivent prouver quels sont leurs effets secondaires possibles. Ah, et puis voilà, c'est ce que je dis, les conditions d'examen, enfin les conditions cliniques d'expérimentation clinique pour l'homéopathie n'ont rien à voir avec les conditions d'un nouveau médicament avec activité pharmacologique prouvée. Voilà. Et petit rappel aussi, l'homéopathie, ça n'est pas la médecine par les plantes. Mettez-vous ça dans le crâne. Ah non, Oui. la phytothérapie. J'ai encore dû le rappeler 10 fois. Oui. La phytothérapie, c'est pas du tout la même chose, hein. Non. Et la phytothérapie, est-ce que c'est une pseudomédecine aussi, ou est-ce qu'il y a quand même des choses intéressantes? Je pense pas. La phytothérapie n'est pas une. C'est à la base de phytothérapie que c'est en passant sur la phytothérapie qu'on a découvert certaines chimiothérapies. L'aspirine est de la phytothérapie à la base. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ma question, est-ce que la phytothérapie, c'est vraiment une médecine alternative? Ou est-ce que c'est juste... Non. Pour moi, non. C'est une vision différente de la médecine. C'est la médecine plus traditionnelle, mais les produits ont une efficacité, ont probablement une efficacité. Oui. Je pense qu'on peut démontrer un effet. Oui, il me semble que le mot a été justement un peu volé, parce que ce qu'on appelle phytothérapie, c'est un petit peu du... Mais là-dessus, j'ai pas, enfin, je suis pas sûr, donc je vais pas trop m'étendre, mais il me semble que le mot en soi est souvent dévoyé pour un peu comme la naturothérapie. Évidemment que même en chimiothérapie, on utilise des molécules naturelles. Hein, donc Oui, le mot ne veut rien dire. Dérivé, mais, oui, mais... Donc voilà, il faut faire attention à ces mots-là qui ont l'air d'avoir du sens et qui sont extrêmement creux, qui sont des profondités et qui cachent en fait le fait que il y a un peu plus, c'est de la pensée magique derrière. On se dit que voilà, si c'est naturel, alors ça va marcher.
Oui, voilà, mais c'est dans la même veine que les santénutrition.org, les Voilà. régénère.org. Quand je vois des vidéos sur Internet, je vais en prendre un en particulier parce que ça me touche particulièrement. Oui. Un Thierry Casanova qui fait une vidéo sur soigner le cancer avec des jus de fruits. Ouais. Bon, Ça, c'est- et qu'il répond au courrier de ses admirateurs qui lui disent voilà, j'ai un cancer du sein multimétastatique qui répond pas à tout traitement. Quel est votre conseil? Ah ben non, mais c'est normal, votre milieu est trop acide, il faut que vous l'alcalinisiez à mort, donc il faut arrêter toutes les chimios, les rayons, les choses comme ça, boire que des jus de légumes bio si possible parce que ça va alcaliniser votre milieu et c'est comme ça que vous allez guérir votre cancer. Il y a un lien quand même entre gourou et médecine souvent, hein. Oui, Il passe par ce canal-là pour avoir un ascendant sur les gens qui sont plein de doutes, plein d'inquiétudes. Et c'est dégueulasse. Voilà, je le dis. Moi, je trouve ça dangereux alors on peut pas les empêcher de parler parce que voilà, ils pratiquent pas vraiment de la médecine, mais c'est étonnant qu'on puisse trouver des choses comme ça encore et c'est fait parfois un peu peur parce que c'est difficile de se battre contre des préjugés comme ça. D'autant Ensuite. que voilà, en face, on a des gens qui vont vous dire vous êtes du côté de Big Pharma, vous voulez absolument que les gens prennent des médicaments. Or, Big Pharma a tout intérêt à ce que les gens soient malades pour consommer leurs médicaments, donc vous prescrivez des médicaments qui ne soignent pas les gens, mais qui les gardent malades le plus longtemps possible pour qu'ils consomment le plus de médicaments. Ça, c'est la logique qu'on a derrière les conspirationnistes anti-médecine. Ce Qu'est-ce qu'on qu'il peut faut bien, répondre? enfin, moi j'ai deux choses à dire. Déjà, moi je préférais que mes patients soient en bonne santé. Moi, mes patients, je préfère ne pas les voir. Ça veut dire qu'ils vont bien. C'est Mais déjà attends, une mais bonne chose. tu me dis ça, mais si je décide de douter de toi et Ah oui. d'être dans l'idée que tu es un capitaliste, un Hmm. darwinien social forcené, forcément, je vais croire que toi, ton intérêt, c'est gagner plein d'argent. Ouais. Et voilà. Mais ça, c'est une intention que je te prête, et contre ça, il n'y a pas vraiment de solution. À part apprendre aux gens comment Bah, penser, voilà. Le problème, c'est que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que la médecine, en fait, guérit peu de maladies, en soigne beaucoup, mais en guérit peu. Les seules maladies qu'on soigne vraiment, 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 sur ces 50 dernières années, c'est les infections. Et celles qu'on arrive vraiment à guérir. Les autres, on les traite. Que ce soit le Ouais. VIH, l'hypertension, le diabète, on ne fait que suppléer au problème. Donc évidemment, les gens sont toujours malades. Mais c'est parce qu'on ne peut pas vraiment les guérir. Mais du coup, la différence, c'est que avant qu'il y ait la médecine, ces gens-là, est-ce qu'ils seraient restés vivants? Clairement, un patient diabétique, serait mort. Voilà. D'ailleurs, avant les antibiotiques, les gens mouraient de leurs infections. On a fait, on a permis effectivement à des personnes de vivre plus longtemps, comme disaient des proches. Maintenant, grâce à la Profiter, médecine, ouais. qui pourrait profiter 10 ans de son cancer? Tout à fait. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est contre-intuitif, donc j'aimerais bien insister là-dessus. C'est que lorsqu'on regarde la population actuelle et qu'on la compare à celle d'il y a 100 ans, il y a à l'heure actuelle beaucoup plus de gens qui ont des maladies chroniques. Oui, Pour la raison que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ils restent en vie. Donc, de manière contre-intuitive, le fait qu'on ait actuellement plus de taux de maladies chroniques, plus de taux de maladies liées à la sénilité, etc., ça indique que la population est en meilleure santé. oui. Tu vois? Et ça, pour les gens qui vont te sortir que la médecine fait le mal, parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de cancers, beaucoup plus de Parkinson, etc., qu'avant, ils oublient de comprendre que la structure de la population change parce que la médecine garde des gens en vie. Bien sûr, et puis c'est facile de dire il y a plus en plus de cancers. Alors, il y en a peut-être plus en plus, effectivement, par rapport au vieillissement de la population et d'autres éléments, mais il y a aussi une meilleure détection Voilà. des cancers. Mhm. Et la technique qui s'améliore. Je vais refaire un petit historique rapide quand même, mais les antibiotiques, ça date de la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait 60 ans qu'on a des antibiotiques. Les imageries, la radio, ça date du début du 20e, mais le scanner s'est développé à partir des années 70. On a vraiment développé le scanner à partir des années 90. L'IRM, il n'y a pas tellement longtemps. Enfin, je veux dire, on fait des diagnostics vraiment précis de plus en plus tous les jours. Avant, il faut voir qu'on tâtonnait quand même, hein. Il y a des trucs, la médecine basée sur de la science, ça a 60 ans, quoi. Donc en fait, on est vraiment au tout début. Parce que bien souvent, on s'imagine qu'on est à la fin de l'histoire, qu'on est à On est l'extrémité. au tout début. Voilà. Et sur ces questions-là, médecine- ouais.
la médecine vient de passer d'un milieu où elle est plutôt de la croyance. Voilà, Hippocrate avait dit ça, Galien avait dit ça, Vézal avait dit ça. Les grandes Donc autorités. c'était comme ça. C'était les grandes autorités, ouais, des grandes autorités médicales. On a dit voilà, c'était comme ça. Donc remettez pas en doute. Non, maintenant on est dans le doute en permanence. Est-ce que ce que je fais, c'est la meilleure façon de faire? La médecine basée sur des preuves. Bien. En anglais, evidence-based medicine. Evidence-based medicine. Qui est la médecine scientifique. Et donc, j'aimerais donner à Vlad l'opportunité de citer sa citation préférée sur le sujet, sur les médecines alternatives. Ah oui, bien sûr. Vous savez comment on appelle une médecine alternative qui fonctionne? Une médecine. Merci Vlad. À votre service. Ça fait plaisir. Donc voilà, pour finir tout doucement, j'aimerais poser la question de la responsabilité de la médecine actuelle, donc celle qui est officielle, entre guillemets, celle qui est scientifique, conventionnelle par rapport à cette montée des médecines alternatives. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, quelque chose qui n'est pas pris en compte? Est-ce que ce n'est pas devenu quelque chose qui est technique, qui est perçu comme étant un geste mécanique un peu à l'usine, un peu à la chaîne, et que le patient a besoin d'autre chose, que le soin, c'est pas que ça, et que du coup, comme il ne trouve pas dans la médecine conventionnelle ce traitement un peu plus psychologique, il va le chercher ailleurs. Moi, c'est un peu ma vision des choses. Est-ce que là-dessus, il y a des réflexions? Et où toi, tu réfléchis? Est-ce que tu as vu des choses dans le corps de métier? Effectivement, le fait de devoir aller vers la rentabilité, mais c'est double. C'est d'un côté l'évolution de la perception de la médecine par l'administration et aussi par les gens. Je veux dire, les gens considèrent la médecine de plus en plus comme un bien de consommation, sauf quand ça les arrange pas. C'est-à-dire que j'ai y ai le droit. Je veux dire, je viens parce que j'y ai le droit. Je veux ça, je veux comme si, je veux une IRM, je veux un scanner, je veux qu'on me fasse ça. C'est un bien de consommation. Et à côté, on leur dit, mais attendez, les médecins, vous faites pas ça pour l'argent, c'est une vocation. Il y a une espèce de langage un petit peu dichotomique, un petit peu qui sont à l'antithèse. Ouais, c'est bipolaire comme vision des choses. C'est-à-dire que tout est son contraire. Et donc, il y a une certaine lassitude aussi des médecins par rapport à ça. Et des fois, et donc effectivement, la médecine mériterait à se recentrer sur l'écoute un petit peu, et la compréhension était peut-être un peu moins technique, mais ça reste quand même quelque chose de technique. Mais ça nécessiterait de comprendre que la médecine est une science, ok, pas de problème. Mais pas c'est seulement. aussi un art, Voilà. et pratiquer, c'est pas facile. Bien sûr, ça après nous on a le beau rôle de se dire il faudrait que ce soit rationnel, etc. Quand on est au contact du malade, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus Non, mais nuancé. je parle du médecin comme du patient. Hein. Il faut relativiser les choses. C'est pas un bien de consommation publique. Il faut pas le voir comme ça, et il faut pas que les médecins le voient non plus comme ça. Il faut. Là, c'est pas facile. Hein, les jours, c'est pas simple. Et il y a une responsabilité qui est double. Il y a une responsabilité qui doit venir des deux côtés. Mais il est facile de montrer toujours du doigt le médecin en disant c'est eux les responsables parce que c'est eux qui la pratiquent. Alors j'aimerais c'est compréhensible. te soumettre une question qu'on a reçue sur notre compte Ask il y a longtemps et que je n'ai pas pris le temps de traiter, qui est donc, tu es comme nous rationnel a priori, je pense. Ah, ça y est, c'est le moment où on commence à déléguer notre travail, j'adore ça. Ouais, parce que peut-être tu auras plus de lumière que moi. Qu'est-ce qu'il faut penser ou qu'est-ce qu'on peut penser des barreurs de feu qui travaillent dans les barreurs de feu? C'est les gens qui font qui peuvent couper le feu, couper les brûlures par des manipulations techniques qui leur appartient. Les barreurs de feu. C'est du chamanisme, qui sont embauchés par les hôpitaux dans les centres de grands brûlés pour venir auprès des patients. Ça existe, alors il n'y en a pas partout, mais il y a certains hôpitaux où ces gens-là ont leur entrée dans les hôpitaux. Évidemment, moi j'ai mon avis sur la question, mais d'un point de vue, je veux dire, en prenant un scope large, pas uniquement sur leur efficacité spécifique, mais sur l'intérêt que ça peut avoir, est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as pu parler avec des gens J'ai fait un peu de brûlé dans ma formation. J'en ai géré quelques. J'ai pris en charge des brûlés un peu dans ma formation. Tout ce qui peut permettre l'adhésion aux soins d'un patient, qu'elle soit efficace ou non,
Si c'est efficace, ça permet d'améliorer l'adhésion du patient à ses soins, sachant que c'est des soins compliqués, surtout chez les enfants par exemple, et c'est eux qui se brûlent parfois en priorité. D'accord. Je pense que ça peut être bien. Est-ce qu'ils ont une efficacité? J'en sais rien, j'en avais jamais entendu parler avant maintenant. Mais tout ce qui peut permettre d'améliorer l'adhésion des patients aux soins sur des prises en charge qui sont longues et compliquées, je pense que c'est bon à prendre. D'accord, donc ça c'est le point de vue vraiment du praticien au Voilà. contact Est-ce du que ça a patient. une efficacité? J'en ai absolument aucune idée. D'accord. En tout cas, ça peut pas faire de mal. Ben voilà, moi et je pense le contraire. Mais pas pour le patient. Je pense. Je pense que pour le patient, aussi en le effet, Pour l'image que ça redonne. dans l'immédiat, le patient, ça peut le soulager, mais justement, par rapport à l'adhésion aux soins, au bout de quelques années, quand on dit mais vous faites rentrer ces gens-là dans les hôpitaux, donc ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que vous faites, on entretient la pensée magique dont on parlait Oui, tout à l'heure. effectivement. Et par rapport à ça, est-ce qu'on a des réflexions dans les services? Pardon, Vlad, tu voulais... Oui, j'allais dire ça bon dans ton sens, mais que pour moi le réel problème c'est surtout que un petit peu comme pour l'homéopathie actuellement, homéopathie qui pendant un moment a pu avoir une petite utilité pour les gens un peu hypocondriaques qui souhaitaient qu'on leur prescrive quelque chose et qui se sentaient mieux quand on leur prescrivait quelque chose, autant leur filer un truc inoffensif qui n'a pas d'effet secondaire, c'est sûr, pas d'effet secondaire et pas de premier effet du tout d'ailleurs. Mais le souci c'est que maintenant l'homéopathie commence à développer des volontés de soigner des maladies graves comme le cancer ou le sida et certains se soignent avec ça. Et est-ce que c'est pas justement laisser la porte grande ouverte à une certaine forme de charlatanisme, qu'elle soit volontaire ou non, de laisser rentrer comme ça des barreurs de feu? Est-ce que c'est pas leur donner au fur et à mesure de plus en plus de pouvoir? C'est le vrai problème. Oui, c'est ça, c'est le dilemme et on n'a pas de solution. Mais... C'est un réel dilemme, voilà. C'est un réel dilemme, mais le problème c'est qu'en le faisant pas, on passe par des gens extrêmement bornés qui ne laissent pas la place au doute, pour le coup. Peut-être que ça marche et qu'on n'arrive pas à le mettre en évidence. Et d'un autre côté, le problème c'est que si on le fait plus, si on le laisse faire et qu'on le fait et qu'on décide de plus le faire parce que bon, faut arrêter de décoller quand même. Les gens vont dire ouais mais attendez, vous êtes hyper obtus, vous n'êtes pas à la pointe. Alors ça a coupé, mais c'est pas grave, je vais le rappeler immédiatement parce que tout va bien. Que se passe-t-il donc? Mais rien du tout va très bien. Parfait. Mon cher François, donc tu disais qu'il fallait être ouvert au doute et pas passer par des gens obtus. Mais bon, et on était à peu près là. Mais bon, le problème c'est qu'effectivement, si on laisse la place, ça fait le problème qu'on peut avoir avec l'homéopathie. Ça n'a aucun effet, tout le monde le sait. Mais les gens le demandent et considèrent que c'est le traitement. Et on sait très bien que c'est pas le cas. Et effectivement, ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Comme c'est amusant. Tu es très drôle, François, même. Merci beaucoup. Bien, donc je pense qu'on arrive plus ou moins au thème. Il est 23h, même si on a commencé en retard. Je me tourne vers Vlad, voir s'il y a des réflexions, des informations, des questions dans le chat. Quelques témoignages de personnes qui se sont retrouvées à connaître d'autres personnes qui ont été soignées par des médecines douteuses, hein, comme je le faisais remarquer cet après-midi encore, comme je disais, j'ai eu un débat avec des gens sur mon mur au sujet de l'homéopathie concernant l'interview de Boiron et malheureusement on a tous dans notre entourage une histoire concernant une personne qu'on connaît plus ou moins directement sur des personnes mortes parce qu'elles ont essayé de soigner avec des médecines dites douces des maladies graves, quoi. Ouais. Et, voilà, on va conclure le live sur une touche pas très très drôle, mais des gens qui meurent parce qu'ils essayent de soigner un cancer maintenant plutôt facile à traiter avec de l'homéopathie, il y en a plein, il y en a des tas. Et c'est pour ça que c'est dérangeant que ces médecines-là continuent à être présentées comme de vraies médecines, et même, je crois que c'est encore enseigné en fac de pharma. C'est dingue, la légitimité qu'on attribue à ces choses-là. Alors pour les gens qui nous écoutent, juste quand même, je vais juste donner un truc. L'oscillococcinum, le truc qu'on vend à la télé, l'oscillococcinum, ça reste quand même du foie de canard pourri dispersé dans des petites granules, enfin dilué. Du foie et du cœur. Du foie et du cœur. Dilué, mais plus que d'atomes dans 10 univers et dans des granules. Voilà, donc vous allez chercher. Et c'est du foie et du cœur macéré pendant 40 jours, donc pourri. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, on le secoue pour le dynamiser. Ça ne veut absolument rien dire. Ouais, mais c'est sucré. Canard de barbarie, bon, s'il vous plaît. Sidney a quand même le bon argument qui dit qu'au moins, c'est pas un médicament dégueulasse. C'est vrai. C'est toujours ça. Alors ensuite, moi, je voudrais quand même à ce moment-là ouvrir sur une note positive. Oui, vas-y. Oui, d'accord. C'est embêtant de soigner des maladies graves par
de l'homéopathie, mais il y a aussi des maladies graves qui sont dites incurables par la médecine, qui sont soumises à de véritables miracles, non expliqués par la science. Et j'ai jamais été témoin d'un miracle, mais ils ont été répertoriés, et je pense qu'il existe vraiment des miracles, ça existe aussi. Alors attention, parce que qu'est-ce que toi tu entends par miracle? Voilà. J'aime pas trop le mot que tu emploies en fait, voilà. Je pense que tu donnes un sens à ce mot qui n'est pas celui que le mot peut avoir pour la plupart des oreilles. Des guérisons inexpliquées. Très bien, ça va, je prends. Miracle, en revanche, ça veut dire que ça implique une intervention divine, hein, quand même, François. Oui, non. Alors, des véritables guérisons inexpliquées, avec par exemple des cancers considérés comme terminaux, avec des véritables guérisons inexpliquées. Tout comme il peut y avoir des véritables ovnis, des véritables objets non identifiés pour de vrai, ça peut arriver. Ensuite, c'est une très, très, très petite majorité, on est d'accord. Minorité, même. Minorité, oui, excuse-moi. C'est encore mieux. Bien, je pense qu'on a à peu près terminé. Je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste, la santé, et qui est tellement lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout ce qui est pensée un peu sectaire, un peu gourou. Bien souvent, ça mène vers cette direction-là. Climène veut parler. Oui, Climène dit juste, en 4e année, on a des cours d'homéopathie, mais le professeur précise à la fin que c'est placebo, mais que c'est utile à savoir pour la vente. Mais en 6e année, c'est des intervenants boirons qui font les cours. Oh la vache. Très bien. Et c'est édifiant à savoir. C'est marrant, ça il va falloir qu'on discute. C'est un peu triste de voir des gens qui viennent vendre leurs produits à des futurs praticiens. Alors sachez qu'en études de médecine, personne ne vient vendre ses médicaments en cours. Hein. Tu es sûr partout ou c'est uniquement dans ton cursus? En tout cas, dans mon cursus, je n'ai jamais vu de personne venir faire de laboratoires venir vendre des médicaments en cours. C'est plus précis, parce que voilà. Mais c'est ça intéressant. Plus raisonnable. Oui, je pense. De s'en assurer. Bien, donc sur ces questions-là, je pense que nous reviendrons tôt ou tard avec François ou avec d'autres pour évoquer un peu les problèmes des croyances et des idées reçues dans la médecine, et notamment dans tout ce qui est médecine un peu alternative, dans lesquelles les gens croient sans preuve ou pensent qu'il y a des preuves, alors que bon, voilà, c'est pas terrible. Dans 15 jours, nous allons revenir, ce sera le 8 décembre, je crois, avec un monsieur qui passe actuellement et qui le 8 sera fraîchement docteur depuis quelques jours. Il passe une thèse sur la pensée conspirationniste. Donc on va le cuisiner à mort pour savoir comment ça marche. Le 8, c'est ça? Ouais, je crois que c'est lui. C'est dans 15 jours, mardi dans 15 jours. C'est Anthony, j'ai oublié son nom, mais il me pardonnera. Voilà, donc jeune docteur sur ces questions-là. Soyez présents pour lui poser vos questions en direct. Je pense qu'on va évoquer plein de questions en rapport à ça, pour comprendre un peu pourquoi est-ce que les gens sont attirés par ces types de rhétorique et de logique-là. Nous, on espère vous mettre en ligne un épisode de la tronche sur les billets de confirmation très vite, j'espère en fin de semaine, ce week-end, ça sera cool. Et moi, je peux le dire, normalement, maintenant que j'ai récupéré dans pas longtemps mon disque dur et mes données, je devrais pouvoir faire un épisode sur le dopage. Le dopage dans le sport? Ouais, dans le sport, ouais. D'accord, bon alors... tenez-vous prêts dans vos starting blocks. Vlad, un mot de la fin. La dernière fois, on était sur Strapontin. J'aimais bien Strapontin comme mot de la fin. Bien, alors je dirais protozoaire. Camoulox. Camoulox, c'est bien, mais c'est un petit peu surfait, mais bon, ça se mange sans fin. Ça fonctionne. Bien. Vlad, je te laisse clore l'émission. Eh bien, je clôt. Au revoir tout le monde et à dans 2 semaines. Merci pour tout. Sur Radio Campus Lorraine, n'est-ce pas, Sydney? C'est la même. François. À la Bonne prochaine. soirée. Au revoir, François. Bonne soirée. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.